en mi-63, c'est-à-dire à l'été 63, le frère aîné de Robert Kennedy, c'est-à-dire John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis, confie à Robert Kennedy une mission fondamentale. Il lui demande de préparer pour le 1er décembre 1963 le renversement du gouvernement de Castro. Cette opération porte le nom de code Homeworld. Elle est peu connue d'entre vous. Il faut que vous sachiez que c'est, à l'époque, en 63, c'est la plus grande opération et la plus complexe et la plus secrète organisée par l'armée américaine depuis l'opération Overlord. Si vous avez suivi vos cours d'histoire à l'école, Overlord, c'est le débarquement de Normandie en 1944, qui a été la plus grande opération militaire de toute l'histoire de l'humanité. Eh bien, Homeworld, on sait maintenant que c'était la deuxième opération la plus grande organisée par les États-Unis militaires de débarquement depuis le débarquement de Normandie. Là, je vous révèle quelque chose d'énorme. Et c'est ça qui explique comment on a pu étouffer cette affaire. C'est-à-dire que les comploteurs, comme je vous ai dit, comme il y avait des officiers de la CIA, les mafieux, etc., ils savaient tout ça, ils étaient au courant. Parce que sachez que certains mafieux étaient impliqués dans l'opération Homeworld avec les exilés cubains. Donc ils étaient au courant. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ces attentats à ce moment-là. Et vous vous rappelez que tout à l'heure, je vous ai dit, Dallas, c'est la dernière chance de tuer Kennedy. Alors vous pourriez me dire, pourquoi c'est la dernière chance, puisqu'ils ont des moyens colossaux, etc., ils peuvent recommencer dans une autre ville plus tard. Non. Parce que si, en fin novembre, ils n'ont pas tué Kennedy, le 1er décembre, le régime de Castro va être renversé, l'opération la plus secrète de l'époque sera évidemment révélée au public. On dira, on l'avait caché, voyez, on a réussi à le renverser. Et à ce moment-là, ils n'ont plus la protection de cacher leur implication dans l'opération Homeworld, qui supposait qu'après l'assassinat de Kennedy, vous imaginez, le FBI, la police, les services secrets, après l'assassinat qui découvrent que les types qui sont derrière sont les types qui sont engagés dans l'opération la plus secrète en préparation, qui est le débarquement à Cuba, Homeworld, on va tout cacher, on ne peut pas révéler. Et en plus, il y a une autre raison qui fait qu'on ne peut pas révéler. C'est qu'en plus du fait que si on révèle l'opération Homeworld, ben c'est la guerre nucléaire garantie avec les Russes qui avaient dit si jamais vous réattaquez Cuba, on vous tire des missiles nucléaires dessus, ils l'auraient fait, Khrouchtchev. Donc c'est pour ça qu'il fallait un secret absolu, évidemment. Mais en plus, dans l'opération Homeworld, sans rentrer dans ces détails, il faudrait un livre entier pour ça, Homeworld, en gros, le plan était le suivant. On n'envoyait pas les troupes américaines comme à la baie des cochons, parce que là, les Russes tiraient des missiles nucléaires, c'était la fin de l'humanité. Ce qu'on faisait, c'est que on utilisait un homme très important du pouvoir cubain qui allait lui-même faire un coup d'État intérieur. Et après, dans le cadre d'une force internationale, avec des soldats d'Amérique latine, par exemple chiliens, brésiliens, etc., et l'armée américaine viendrait après le putsch, le coup d'État, les protéger pour qu'il n'y ait pas une réaction des Russes, qui essaieraient à ce moment-là, avec leur force spéciale, de reprendre le pouvoir. Mais là, les États-Unis avaient le beau rôle, parce qu'à la limite, elles pourraient même être envoyées officiellement par l'ONU. Donc, il n'y avait pas de risque de guerre nucléaire, parce que là, les Russes diraient, bon, c'est dégueulasse ce que vous avez fait, mais enfin, effectivement, c'est pas vous qui avez renversé Castro, c'est un de ses amis. Bon. Donc, c'était génial comme opération. Et alors, l'ami en question, c'était qui? C'était le numéro 3 du régime cubain. Un personnage qui est resté un héros aussi important que Che Guevara et Fidel Castro jusqu'à sa mort en 2009. Il s'agit d'un homme qui s'appelle le général Almeida. Général Almeida était l'homme le plus aimé de Cuba, encore plus que Fidel Castro ou Che Guevara. Pourquoi? Parce que c'était le seul vrai homme du peuple. Castro n'est pas un homme du peuple. Castro, c'est un ancien séminariste. Oui, vous avez bien entendu, il a été séminariste, Castro. Et il vient d'un milieu extrêmement bourgeois, de très gros propriétaires cubains. Che Guevara lui-même, c'est un médecin, fils d'une grande famille bourgeoise argentine. Et le numéro 3, Almeida, c'est un homme du peuple. C'est un homme qui mangeait un jour sur deux dans son enfance, qui marchait pieds nus, en loques, d'accord, et qui était le seul noir du gouvernement. Parce que Cuba est très métissé, mais si vous regardez même encore actuellement, vous voyez que tous les gens qui sont au sommet sont quand même des blancs, et que plus vous êtes brun, moins vous avez de postes importants, même à Cuba communiste. Et Almeida était une exception, parce que comme il avait été un extraordinaire chef de guerre aux côtés de Castro, c'était un stratège de génie. Et qu'il savait parler aux paysans. Il arrivait à les enrôler dans son armée. Castro lui a dit, tu seras le troisième, il n'y a pas de problème. Et il a dit, je te confie la fondation de l'armée cubaine. Donc, le numéro 3 du régime, qui est le plus aimé des Cubains, a trahi Castro, et à juste titre. Et il a, par des ambassadeurs sud-américains, pris contact avec Kennedy. Il avait commencé déjà en 61, mais c'est surtout à partir de 63. Et il dit à John Kennedy, est-ce que vous êtes prêt à m'aider à renverser Castro? Parce que moi, je ne veux plus d'opération façon V des cochons.
c'est à nous, le peuple cubain, qui devons décider de notre avenir. Et il dit, moi je veux faire un gouvernement avec toutes les tendances politiques du pays, démocratiques. Mais pour ça, il faut d'abord que je tue Castro. Alors il dit, moi je peux m'occuper de renverser Castro, puisque je suis le chef de l'armée. Mais après, je ne pourrai pas tenir 2 jours si vous venez pas m'épauler, parce que les Russes vont immédiatement renverser notre coup d'État. Et Kennedy dit, ok, alors on va faire comme ça, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et donc, le problème, c'est que même après la mort de Kennedy, quand tout était fini, on devait garder le secret sur Almeida, parce qu'il restait un ami des États-Unis secret, jusqu'à sa mort en 2009. Parce qu'il ne faut pas oublier que Almeida a gardé. Vous avez remarqué que les dirigeants cubains, la retraite, c'est le tombeau. Ils restent à vie à leur poste. Vous voyez, Raúl Castro et tous les autres, ils restent à vie. Almeida, c'est pareil. Il a eu les postes très importants dans le gouvernement cubain jusqu'en 2009. Donc, de toute façon, jusqu'en 2009, on devait étouffer tout ce qui concernait ce complot, parce qu'il n'était même pas question qu'on révèle qu'on avait un agent double qui était Almeida. Enfin, pas un agent double, mais un ami, en fait, de sorte, au sommet. Et alors, en plus, bien entendu, puisque l'opération Homeworld n'a pas eu lieu, il fallait la cacher ad aeternam. Et ça, c'est un coup de génie, parce que là, tous les gens qui ont été abreuvés de conspiration à propos de Kennedy comprennent que de la manière la plus simple du monde, sans qu'il y ait des appuis énormes dans l'État américain, dans toutes les agences, ils ont laissé faire la nature. C'est-à-dire qu'ils savaient, les comploteurs, Lansdale, Bush, savaient qu'il n'y aurait même rien à faire après l'attentat. Avant il fallait, mais après on ne foutait plus rien. Parce que le gouvernement américain devait cacher à tout prix le complot et il ne pouvait pas faire autrement. Et Robert Kennedy a été le premier, dans les heures qui ont suivi l'attentat, à dire qu'il n'est pas question qu'on laisse savoir au public qu'il y a un complot. Donc lui, la rage au cœur, a dit on prend la théorie du terreur unique, etc. Voilà. J'espère que vous avez compris le mécanisme qui est un petit peu compliqué. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur la protection de l'attentat. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, un bouc émissaire, ou pigeon si vous préférez, on dit patsy en anglais, devait passer pour l'unique assassin dans chacun des 3 attentats. Et maintenant, vous comprenez pourquoi c'est indispensable dans la logique des comploteurs. Il devait impérativement d'ailleurs être exécuté tout de suite après l'attentat, de préférence par les policiers ou les forces de l'ordre. Pourquoi? Parce que votre pigeon, tant qu'il n'a pas été arrêté, qui est innocent, pas dangereux, on l'a entraîné, on l'a mis en situation de suspect, on lui fait faire des choses dans les mois qui précèdent qui vont le rendre coupable au moment de l'attentat. Mais lui, il ne s'en rend pas compte, évidemment. Il ne voit même pas que c'est relié à un projet d'attentat. Mais une fois que l'attentat a eu lieu, il mettra pas longtemps, pendant qu'il est interrogé par les forces de l'ordre, à comprendre qu'il a été un pigeon. Et là, il va commencer à parler en disant « Ah bah oui, mais je comprends mieux, on m'a fait faire ci, ça, 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 c'est monsieur Untel qui m'a envoyé là, etc. » Et c'était pour me coincer. Et à ce moment, les enquêteurs ils disent « Ah, monsieur Untel, ah, très intéressant. Alors donc là, on a déjà un fil conducteur vers les comploteurs. Donc c'est très dangereux de le garder vivant. » Voilà, ça je pense que vous le comprenez. Alors, on va voir, il y avait 3 pigeons. Il y en avait un par ville. Il y en avait un pour Chicago, un pour Tampa et un pour Dallas. Alors, commençons par ceux que vous ne connaissez pas. Pour Chicago, c'est un monsieur qui s'appelle Thomas Arthur Valley. Sa photo apparaît en ce moment à l'écran. Alors, ce pigeon de Chicago était un ancien Marines et un ancien tireur d'élite en Corée. Alors lui, contrairement à Oswald qui avait fait l'armée, lui c'était un vrai tireur d'élite. Et il était tellement un vrai tireur d'élite qu'en Corée, il a été décoré de la Purple Heart. Purple Heart, c'est la médaille qu'on a lorsqu'on est blessé en combat. En Corée, parce que justement, il a fait des missions réussies et d'élite en Corée comme tireur d'élite. Je pense qu'on devait lui confier, par exemple, d'exécuter des officiers nord-coréens ou des conseillers chinois à distance ou des choses comme ça. On ne saura jamais dans le détail, mais c'est ce genre de choses que faisaient les tireurs d'élite des Marines en Corée. Bon. Et alors après sa blessure, on l'a affecté sur un poste plus calme pour qu'il puisse se reposer de ses services rendus, et on l'a affecté en fait à une base CIA d'avions espions U-2 à Otsu au Japon. Et puis après, il a été renvoyé de l'armée pour homosexualité. Parce qu'il devait un peu trop draguer les jeunes recrues, donc c'était très mal vu dans l'armée américaine de l'époque, donc il a été renvoyé pour ça malgré le fait qu'il avait été un héros en Corée. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que après, Valley travaille pour la CIA. Alors vous comprenez que c'est évident que c'est quand il était dans cette base de la CIA, qui était gérée par l'armée, mais enfin qui était sous direction de la CIA pour les avions espions, je pense que la CIA a vu en lui un bon élément et l'a recruté, tout simplement. Et donc quand il est viré de l'armée, il n'est pas viré pour autant de la CIA. La CIA dit, mais attendez, nous on n'a rien à foutre de vos goûts amoureux, vous êtes un très bon tireur, vous ferez un excellent instructeur de tir pour former d'autres tireurs d'élite pour nos sales opérations secrètes.
Bon, est-ce que vous acceptez de bosser? Il dit, bah oui, j'ai rien à perdre, puisque de toute façon j'ai perdu ma carrière militaire, alors moi je bosse volontiers avec vous, messieurs. Bon. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Alors par exemple, je sais pas ce qu'il a fait avant, mais en 63 par exemple, il entraînait au tir des exilés cubains dans un camp de la CIA à Long Island, près de New York, pour une opération d'assassinat de Castro qui n'a rien à voir avec Amworld. Parce qu'il faut que vous sachiez que pendant qu'il y avait Amworld, la CIA perdait pas ses bonnes habitudes. C'est pas qu'ils étaient contre Amworld, ils y participaient bien entendu, mais ils se disaient, ça nous empêche pas, pourquoi on laisserait Almeida tuer Castro? Nous, on peut s'en occuper, donc le pauvre Robert Kennedy, il est naïf. Nous, on va quand même continuer à préparer une opération homicide contre Castro, et elle se préparait à Long Island. On entraînait les tireurs. Bon. Et alors effectivement, ça pouvait pas faire de mal à Amworld, parce que s'ils n'avaient pas Castro, ben Almeida devrait l'avoir normalement. Ils opéraient le même jour. Mais si jamais ils rataient Castro, eux pouvaient venir en deuxième rideau finir le boulot. Voilà en gros. Mais ça, évidemment, Robert Kennedy et les chefs d'Amworld au Pentagone ne savaient pas ça, évidemment. Mais c'est vous explique pourquoi on le retrouve en train d'entraîner des tireurs à Long Island. Hein. Voilà, vous voyez que l'ambiance à l'époque, c'était vraiment du n'importe quoi aux États-Unis. Chacun tirait à gauche, à droite, etc. Enfin, c'était n'importe quoi. Et alors, on lui demande. Alors lui, il pensait que c'était pour la CIA. Mais souvent, la CIA donnait un ordre à un de ses agents sans qu'on sache pourquoi. Il savait que quelques mois après pourquoi on lui avait dit de s'installer là, par exemple. Et donc, la CIA lui demande, en fait, en été 2003, d'aller se faire engager dans une imprimerie à Chicago. C'est la fameuse imprimerie d'où ils envisageaient de tirer. Donc lui, il va bosser dans cette imprimerie, c'est une couverture en quelque sorte. Et en même temps, il reçoit une instruction le jour de l'attentat de ne pas venir travailler sur là. Je sais pas pourquoi, mais enfin, parce qu'on lui dit de pas venir travailler, il travaille pas. Pourquoi? Parce qu'on allait mettre justement un vrai tireur à sa place, qu'on laisserait probablement une arme qui lui appartenait, qu'il aurait été arrêté le soir même. Et on l'aurait probablement abattu dans les heures qui suivaient. Voilà. Mais il l'a échappé belle. Or Vallée, il a vécu toute sa vie, il est mort de vieillesse, je veux dire. Bon. Mais lui-même d'ailleurs a dit j'ai eu du mal à croire que j'étais un pigeon, puisque comme l'attentat n'a pas eu lieu, il a dit ah oui, ils m'ont dit d'aller là, mais je croyais que c'était pour la CIA officielle. Mais non, c'était et jusqu'à la fin de sa vie, il a dit j'aurais jamais soupçonné qu'on m'aurait associé à un assassinat du président. C'est intéressant parce que là on a deux survivants, vous allez voir, et qui nous montrent qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu d'attentat à Dallas. Voilà. Alors lui ils l'ont pas tué puisque de toute façon ils ne savaient même pas qu'il était un pigeon. Donc ils n'allaient pas se prendre le risque de le tuer après. Bon. Alors maintenant, le deuxième pigeon, c'est à Tampa. Alors là, ils ont pris un pauvre gars, d'ailleurs c'est un Cubain, qui parlait même pas l'anglais, parlait que l'espagnol, qui s'appelle Gilberto Policarpo Lopez. Alors, à l'époque, il habitait d'abord Miami, et la CIA lui a demandé, enfin pas la CIA, c'était en fait un type qui s'appelle Eladio del Valle, qui était aussi un exilé cubain, c'était un des anciens chefs de la police secrète de Batista qui a torturé des dizaines de gens, c'est un type épouvantable, et Eladio del Valle, engagé par la CIA, lui confiait certains hommes pour des missions. Il était leur agent traitant, comme on dit. Et alors lui, il était l'agent traitant de Gilberto Policarpo Lopez, et il lui a dit, écoute, Lopez, tu vas travailler pour moi, pour la libération de Cuba, mais en plus, tu es couvert parce que moi, je travaille pour la CIA, et c'est pour la CIA que tu es en train de bosser, mec. Alors il dit, tu vas commencer déjà par te faire engager comme maçon à Tampa. Tu quittes Miami avec ta femme et tes enfants, ou un enfant, je sais plus combien il en avait, et tu t'installes à Tampa. Pourquoi? T'as pas besoin de le savoir, c'est comme ça. Alors il s'installe à Tampa. Et là, Del Valle lui dit, écoute, moi j'ai besoin d'infiltrer un mouvement, un putain de mouvement communiste. J'utilise le terme qu'il utilisait, ces types parlaient pas très correctement. Donc une saloperie de mouvement communiste, de repères de castristes qui s'appelle le Fair Play pour Cuba, l'association dont on a déjà parlé à propos d'Oswald. Vous voyez comme il y a des parallèles entre les pigeons? C'est un peu le même modèle qu'on applique. Et donc Lopez s'inscrit dans le Fair Play for Cuba de Tampa, et en fait il est là comme espion, je dirais. Et ce qui est très intéressant, c'est que le 17 novembre, il rencontre Oswald au Fair Play for Cuba. Parce que Oswald lui-même avait, comme je vous l'ai expliqué, il avait créé une fausse antenne du Fair Play for Cuba à Nouvelle-Orléans l'été précédent. Et là, on retrouve Oswald qui est envoyé pendant un week-end. Et on a vérifié dans l'enquête de la commission Warren, elle a trouvé ça, elle a vu qu'effectivement, il y a un week-end où il avait disparu. On ne savait pas où il était. Alors que tous les autres, on savait où il était. Et c'est ce week-end où il était allé à Tampa. Or, ce qui est très intéressant, c'est que ça se fait juste avant l'attentat qui était prévu à Tampa. C'est-à-dire qu'on a l'impression que là, on utilisait, Lopez, qui était évidemment le pigeon pour Tampa, qui aurait été le type qu'on a accusé, mais au cas où, on avait quand même mis Oswald en plus. C'est intéressant. C'est ce que je vous appelais les opérations à tiroir, vous voyez. Dans les services secrets, on met des tiroirs dans les tiroirs dans les tiroirs. Voilà. D'ailleurs, je suis même surpris qu'on n'ait pas établi une relation entre Vallée, Oswald et Lopez. Si j'avais été eux, excusez-moi de parler comme ça,
j'aurais peut-être établi aussi des liens entre les trois. Ça aurait permis, après, on peut jouer comme avec des pièces d'échecs, vous voyez. Si l'un ne suffit pas, on en met un deuxième, etc. Par exemple, si ça marche pas de faire passer un tireur unique, on peut dire, ah oui, il y avait une conspiration, il y avait deux pauvres types au lieu d'un. Et on fout, par exemple, Oswald. Et on s'arrête là. Oui, oui. Il y avait une conspiration, il y avait tir devant derrière, mais c'était deux pauvres cons, là. Des putains de marxistes qui, d'ailleurs, étaient dans Fair Play pour Cuba. Voilà. Vous voyez comment ça marche? C'est très intéressant. Mais là, on fait des spéculations, mais c'est des spéculations probables, comme on dit. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé à Lopez après l'annulation de Tampa? On vous expliquera tout à l'heure pourquoi ça a été annulé. Alors après, lui, il est envoyé, c'est toujours dans la même perspective, vous voyez, pour être toujours associé d'une manière ou d'une autre à Oswald. On lui demande, sans qu'il sache pourquoi, d'aller à Dallas le 20 novembre, 2 jours avant l'attentat de Dallas. Or qu'il n'est pas du tout dans ce truc. Et on lui demande de quitter Dallas le 24 novembre, c'est-à-dire juste après la mort de Oswald. Très intéressant. Parce qu'au fond, avant que Oswald ne soit tué, ils ne sont pas sûrs qu'Oswald ne va pas parler. Donc ils ont probablement gardé Lopez en réserve pour en faire un deuxième tireur à Dallas en cas de besoin. Ça me paraît évident. Parce qu'il n'avait rien à foutre à Dallas. Même dans ses missions, puisqu'on lui avait dit, dans le cas d'Amworld, on va vous envoyer à Cuba avec beaucoup d'autres gens, vous serez là quand il y aura le truc d'Amworld, vous serez je pense un espion cubain local, enfin quelque chose comme ça, on ne saura jamais. Bon. Lui-même ne sait pas, Lopez. Il dit simplement, j'allais à Cuba, je suis allé, et une fois que j'étais à Cuba, j'ai plus de nouvelles de Radio del Valle, puisque comme Amworld a été annulé après la mort de Kennedy, finalement il est resté à Cuba un certain temps, sans avoir d'ordre. Donc il est devenu tout simplement quelqu'un à Cuba. Bon, point, je veux dire. Et alors, là, les dates sont quand même très parlantes, parce que l'envoyer le 20 novembre, un pauvre maçon de Tampa, l'envoyer le 20 novembre à Dallas, pour rien, on se demande pourquoi. Et ensuite, le 24, juste après la mort de Lee Oswald, lui dire, bon, maintenant tu te tailles de Dallas, et tu vas à Mexico, et de là on va t'infiltrer à Cuba, ça prend un sens tout ça. Et alors maintenant, le dernier pigeon, celui que vous préférez, je le sais, je vous entends déjà frémir. Lee Harvey Oswald, le pigeon de Dallas. Alors, on a tant écrit sur Oswald. Je vais me limiter à ce qui est pertinent. Alors, je vous le dis tout de suite, Oswald est innocent. Il n'était même pas au courant du complot. Il était en mission pour la CIA, pour des choses que je vous ai déjà un peu expliquées. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les kilotonnes de théories qu'on a fait sur Oswald. Je vais vous expliquer ce qu'on peut établir, qui est logique, qui est certain. Et le reste, il y a peut-être des sosies d'Oswald qui lui ressemblent, il y a des tas de théories là-dessus, c'est possible. Mais fondamentalement, Oswald n'a rien à voir avec la scène Kennedy, si ce n'est qu'on en a fait le pigeon. Et je suis très affirmatif là-dessus. J'ai mis 40 ans à l'admettre, mais maintenant, au bout de 40 ans, j'en suis certain. Alors, Lee Oswald, donc le pigeon de Dallas, c'est un jeune homme qui a grandi à la Nouvelle-Orléans sans son père. C'est-à-dire qu'il n'a pas connu son père, en fait. Et l'homme qui a rempli le rôle de son père, il adorait cet homme, c'était son oncle Dutz. Alors Dutz, c'était son père de substitution en quelque sorte, qui a vraiment été un père pour lui pendant toute sa jeunesse, son enfance, etc. Probablement un type bien d'ailleurs. Mais alors ce qui est très intéressant, c'est que Dutz était un des lieutenants de Marcello à la Nouvelle-Orléans. C'était un des deux hommes à qui il confiait la gestion de tous ses paris clandestins. Donc c'était un lieutenant de Marcello, un mafieux. Et ce mafieux était l'oncle d'Oswald et a été son père de substitution. Déjà, un élément intéressant. Vous vous rappelez au début, la conclusion du rapport Warren, Oswald n'a aucun rapport ni avec la mafia, ni avec le FBI, ni avec la CIA. Ça commence à prendre un peu l'eau, toute cette théorie. Et d'ailleurs, Marcello, à partir du moment où Oswald a eu 13-14 ans, Marcello, parfois, pour qu'il se fasse du pognon, le petit, là, il lui confiait des missions de coursier dans ses réseaux de bookmaking. Il fallait souvent des petits coursiers pour amener les paris, des choses comme ça, et Oswald l'a fait plusieurs fois pour Marcello. Voilà. Alors la maman d'Oswald, elle, c'est intéressant de se pencher sur elle. Parce que, comme elle n'était pas avec le père d'Oswald, elle a eu d'abord une aventure assez longue de plusieurs mois avec un chauffeur. Et qui était ce chauffeur? C'était le chauffeur du parrain de la Nouvelle-Orléans, Marcello. C'est-à-dire qu'en fait, Marcello connaissait très bien la mère d'Oswald. Puisque son chauffeur était l'amant. Et s'il l'était, c'est que Marcello était d'accord, parce que quand on est chauffeur d'un parrain, on ne fait pas n'importe quoi, c'est lui qui donne les ordres. Donc déjà, Oswald forcément connaissait Carlos Marcello, bien, puisque sa maman était l'amante de son chauffeur. Et elle fut ensuite l'amante d'un des plus gros associés de Marcello en affaires, qui n'était pas lui-même un parrain de la mafia, mais enfin qui était particulièrement malhonnête, voilà, et qui a été l'amant pendant plusieurs années de la mère d'Oswald. C'est très intéressant ça. Alors après Oswald, qu'est-ce qu'il fait? À l'âge de 17-18 ans, il intègre les Marines comme radariste. Et il voulait aller dans les Marines, il a même essayé de tricher pour pouvoir s'y engager avant l'âge légal, 18 ans, en faisant un faux
certificat de naissance. Ça n'a pas marché parce qu'ils ont détecté le faux. Ils ont dit bon, on va pas vous sanctionner parce que pour nous les Marines, on est plutôt touchés de voir un jeune homme qui veut de force rentrer chez nous, mais vous allez attendre la date légale. Et alors dès qu'il a eu 18 ans, il est rentré dans les Marines. Et alors évidemment, tous les enquêteurs officiels ont toujours dit mais Oswald est quand même un bon tireur parce qu'il avait un petit grade de marksman, c'est-à-dire de tireur d'élite, mais c'était un grade, attention, inférieur parce qu'il était à un point au-dessus du minimum pour être considéré comme un bon tireur. Et ses copains, dont certains vivent encore, ont toujours dit il tirait comme un pied en fait, parce qu'il avait un problème de coordination entre les deux mains. Et alors il disait, bon, il a eu un point au-dessus, mais enfin, il dit à l'époque, on donnait ces points, non pas parce que tu étais un bon tireur, mais parce que dans les statistiques d'évaluation d'une unité, si tu avais beaucoup de tireurs d'élite, un officier d'une base ou autre était mieux évalué. Alors on comprend qu'il trichait pas complètement, mais il donnait un petit coup de pouce, quoi. Il disait, bon, t'en as raté 3, bon là ça on oublie, on prend ceux que t'as pris. Et c'est comme ça qu'il a eu son petit... C'est pas d'ailleurs un très haut grade de tireur d'élite, mais il avait effectivement un grade de tireur, disons, qualifié, comme on dit. Mais il ne l'était pas en réalité. Je dis ça pour l'anecdote parce que les défenseurs de la théorie Warren jouent là-dessus à fond. Ils disent, vous voyez bien que c'était un tireur d'élite, il pouvait tirer. Non, c'est pas vrai. Voilà. D'ailleurs, je vous rappelle que le rapport de l'ONI que je vous ai cité, et eux ils sont sérieux, l'ONI avait conclu qu'il aurait été incapable de tirer. Il n'a pas le niveau. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il est dans cette... il est radariste, mais il est radariste, et ça rappelle un petit peu Vallée, il est radariste où, je vous le donne en mille, dans la base d'Atsugi au Japon, qui est la première base d'avions espions pour le Moyen-Orient, pour l'Asie du Sud-Est. Et il est radariste. C'est un poste très sensible, radariste, parce qu'il ne faut pas oublier que ces avions espions, quand ils étaient radistes, c'est pour suivre leur mission secrète d'espionnage au-dessus de la Chine, de la Russie et tout ça, et du Vietnam. Et donc, on ne confiait pas ça à un type qui n'était pas fiable. Et là, il est recruté par la CIA, tout de suite, qui surveille ses bases et qu'elle gère. Et donc la CIA le recrute parce qu'il est un bon élément. Alors je précise qu'à l'époque, il avait aussi un autre Marines qui traînait là-bas, qui était un certain Roscoe White et qu'il a connu. Très intéressant. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient les meilleurs amis du monde, mais ils se connaissaient. Et alors, la CIA lui confie tout de suite une mission. Alors il fait d'abord quelques petites missions d'espionnage mineurs en allant coucher avec des espionnes du KGB japonaise qui essayait de soudoyer les pilotes du 2 pour connaître les missions, et alors lui, ou les radaristes, et alors lui, il accepte de se laisser soudoyer à la demande de la CIA, qui dit, oui, vous allez aller coucher avec elle, comme ça, on va leur donner de faux renseignements, vous allez faire semblant de leur parler, de leur donner des trucs, ce sont des faux trucs, c'est classique dans les méthodes d'espionnage. Et alors le pauvre, d'ailleurs, il a chopé une gonorrhée, d'ailleurs une maladie vénérienne, mais bon, ça c'est l'anecdote. Et alors, après, la CIA, considérant qu'il est un bon élément, l'envoie pour une mission déjà plus sérieuse, c'est-à-dire qu'elle dit, maintenant vous allez quitter Atsugi, on va vous envoyer en Californie, et vous allez aller à l'école des langues de Monterey. On dirait, tiens, ça devient culturel là. Non, l'école des langues de Monterey, c'est là où on formait de 3 à 6 mois à la perfection quelqu'un avec des méthodes d'ailleurs très futuristes pour l'époque, qui maintenant sont connus des labos de langue, mais qui étaient très en avance à l'époque. On pouvait former un agent en 6 mois à parler parfaitement une langue sans accent dans l'école de Monterey, qui ne travaillait que pour les agents secrets et pour l'armée. Et donc il t'envoyait là où il passe 6 mois. Et effectivement, on sait que c'est pour ça, parce qu'il est tout le temps à cette école, et il n'est presque jamais dans sa base. Donc ça veut dire qu'il est en formation intense d'agent. Et alors cette fois-ci, c'est un agent de terrain, là. Et suite à ça, on l'envoie en Russie pendant 2 ans, à Minsk, en Russie, où il va passer 2 ans. Alors pour que ça paraisse crédible, eh bien avant, technique classique de la CIA, il dit « J'en peux plus des États-Unis, c'est un pays de merde. Moi, je me sens des sympathies marxistes. » Il dit ça à tous ses copains Marines pour que ça soit crédible, ça crée une image. Et je peux vous dire que c'est bidon, parce que un Marines qui aurait dit une fois en 1959-60 « je suis marxiste », etc., il était éjecté de l'armée en 24 heures. Donc s'il ne l'était pas, qu'il n'avait aucun ennui, c'est qu'on disait « attendez, c'est pour des missions pour la CIA, vous comprenez le problème. » Bon. Il n'a jamais été embêté. Et on l'envoie en Russie, et à l'époque, il s'arrange pour que ça soit médiatisé. C'est-à-dire qu'on en parle à la télévision américaine, on en parle dans la presse américaine, de ce jeune homme qui a quitté l'Amérique pour la Russie. Il y en a 8 autres qui ont fait la même chose d'ailleurs dans ces 2 années. C'était un programme de la CIA. Et il passe 2 ans là-bas. Et alors, en Russie, il est à Minsk. Alors pourquoi à Minsk? Parce que c'est un trou, Minsk. Oui, c'est un trou. Il travaille d'ailleurs dans une usine, on a dit de radio, d'électronique. Seulement, la commission Warren a dit oui, il a travaillé dans une usine d'électronique de radio comme ouvrier. Bon, pas du tout. Parce que cette usine fabrique les pièces les plus avancées des radars russes de l'époque. Et pourquoi on l'envoie là? Un type qui était radariste sur une base d'avions espions est envoyé à Minsk dans une usine qui fabrique des pièces de radar. Pourquoi? Parce que justement, les Américains ont perdu un avion et ils aimeraient savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'ils aimeraient savoir quel est le niveau des composants des radars russes. Ça devient clair, non? Et là, ils rencontrent une jeune fille, Marina Prokasova, qui est la nièce du directeur d'une école de Minsk.
Il la rencontre dans un bal ouvrier, très bien, c'est une fille qui est très jolie, il comprend qu'il soit tombé amoureux d'elle. Et il l'épouse d'ailleurs. Et c'est intéressant parce que Marina, donc, est la nièce du directeur d'une école qui est l'école des langues de Minsk. Oh tiens, comme ça ressemble à l'école de Monterrey. Et l'école de langues de Minsk, c'est comme l'école de Monterrey, c'est la deuxième école d'Union soviétique pour la formation des agents du KGB et des Spetsnaz, c'est-à-dire de l'élite russe en matière de renseignement et d'opérations spéciales. Et ces types vont se former aux langues et à d'autres choses dans l'école de Minsk. Et il épouse la nièce du directeur de cette école. Oh, c'est des coïncidences, hein. Commission Warren n'a rien vu de bizarre là-dedans, hein. C'est tout à fait normal. Et après, au bout de 2 ans, il rentre. Il dit « Oh, j'en ai marre de la Russie, je rentre en Amérique ». Et là, il arrive comme une fleur en Amérique, où la presse parle de lui. C'est un événement, il n'y a pas beaucoup d'Américains qui choisissaient l'Est, hein. C'était plutôt les Russes qui choisissaient l'Ouest, hein. Et là, bon, la presse en parle de lui. Il est simplement interrogé par la CIA, dont il est lui-même un agent. On a retrouvé d'ailleurs son dossier. Il a un dossier type 211, qui est celui des agents normaux, enfin salariés de la CIA, quoi. Et là, il n'y a aucun doute. Et il n'a aucun ennui, parce que s'il n'avait pas été un espion, qu'est-ce qui serait passé? On l'aurait arrêté immédiatement, pour haute trahison, et il aurait fait quelques années de tôle, et des longues. Alors là, il n'y a rien. Non seulement il n'y a rien, mais en plus, la CIA, bonne fille, lui attribue même un cornac qui va l'aider financièrement. C'est une association d'aide aux Américains qui reviennent de l'étranger, qui sont en difficulté financière. Pour qu'il se réinstalle aux États-Unis, il le réinstalle à la Nouvelle-Orléans, puis après à Dallas, etc. Et lui trouve tout de suite du boulot, parce qu'il trouve un premier boulot. Alors c'est très intéressant, le premier boulot, il l'a dans une compagnie de café à la Nouvelle-Orléans. On dirait qu'avec le rapport avec la CIA. Ben, cette compagnie de café, en fait, elle appartient à la CIA. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire que les gens qui travaillent, entre guillemets, c'est pour faire d'autres missions. Ils ne foutent jamais les pieds dans la Reilly Company. Il y a quand même aussi des ouvriers dans la Reilly Company, mais la plupart, c'est des agents de la CIA, ou des gens travaillant pour l'armée ou la CIA. Et par exemple, pendant les mois qu'il va passer à la Reilly, alors là, je vais vous donner quelque chose qui va probablement intéresser les gens qui s'intéressent à d'autres émissions de RIM concernant l'ufologie. C'est que ce qu'on n'a jamais dit, et là je vous révèle un scoop, c'est que les 5 personnes qui étaient, au fond, des agents qui avaient un poste bidon de couverture à Reilly Company, était un des premiers corps d'astronautes militaires secrets qui seront avec lui, bon, ils ont d'autres missions, et qui partiront en même temps que lui d'ailleurs pour d'autres missions, et ils seront envoyés après sur des missions militaires secrètes. C'est les fameux programmes militaires secrets dont tout le monde sait qu'ils existent, Solar Warden, etc. Donc vous voyez que, pour l'anecdote, bon, Oswald n'est pas connecté à ça, mais vous voyez qu'en même temps, on trouve dans cette compagnie de la CIA aussi des types qui appartiennent à des programmes très secrets qui sont liés aux fameux problèmes des armes secrètes américaines, antigravité, etc. C'est-à-dire que c'est des futurs astronautes de ces escadrilles ultra secrètes Solar Warden. Alors ça, je dis ça pour ceux qui écoutent les émissions autres de RIM. C'est pour l'anecdote, voilà. Et j'ai découvert ça il y a 3 ans. Très intéressant. Et alors, donc, quand il est à la Reilly, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 2 choses. Il va s'entraîner à Lake Pontchartrain. Alors on dit, bah, vous voyez bien qu'il est lié au complot. Pas du tout. Il s'entraîne à Lake Pontchartrain parce que c'est pour qu'il suive un entraînement militaire, en fait. Pourquoi? Parce qu'on l'envoie d'ailleurs 2 fois à Montréal pour des missions qui sont liées à des sabotages que faisaient les indépendantistes québécois qui étaient contrôlés par la CIA. Et il est envoyé pour faire une fois une distribution de tracts à Montréal, comme il l'avait fait à la Nouvelle-Orléans. Et on pense aussi que, comme il est parti une fois avec 2 Cubains qui étaient des spécialistes des bombes sophistiquées dans les attentats de la CIA, il part avec eux, donc probablement qu'ils l'ont fait participer aussi à une série d'explosions qu'il y avait eu à Montréal ce mois d'août. Très intéressant aussi. Mais là, je ne pense pas que ce soit lié à la conspiration contre Kennedy. Ça, c'était vraiment des missions de la CIA que lui confiait son patron. Alors son patron, c'était David Atlee Phillips. C'était au fond le numéro 3 de la plus grande base de la CIA à l'ouest, qui était celle de Mexico. Et David Atlee Phillips était un spécialiste de ce qu'on appelle la désinformation, c'est-à-dire qu'il créait des fausses nouvelles de presse, etc. Il orientait l'opinion, voyez. Et alors, il a utilisé Oswald, c'est pour ça qu'il distribuait des tracts pro-castristes, etc. Et les opérations de déstabilisation au Canada étaient aussi du domaine de Phillips, c'est-à-dire ce qu'on appelle la désinformation, la déstabilisation. Et alors, dans ce cadre-là, il travaillera aussi pour les gens de la Nouvelle-Orléans sur ces opérations Fair Play pour Cuba, etc. Et après, il est envoyé à Dallas, et là, il croit qu'il est à Dallas pour attendre une autre mission. C'est-à-dire que David Atlee Phillips, qui avait le faux nom de Jim Braden quand il opérait, rencontre Oswald en septembre ou octobre, je ne me rappelle plus, à Dallas, et il lui dit, écoute, tu vas aller bosser
encore un petit peu à Dallas, c'est envoyé pour un truc énorme qu'on prépare, c'est l'opération Homeworld, parce qu'il dit nous allons envahir Cuba 1er décembre. Et il dit j'ai un rôle pour toi, maintenant on t'a formé, on t'a évalué, et on le sait parce que Oswald est fou de joie et le met dans son carnet privé. Il pense qu'il sera une sorte de héros, et il dit après cette opération-là, je pourrais faire un livre et révéler au monde mon rôle, où je me faisais passer pour un communiste, etc. Il en parle dans ses propres papiers. C'est clair, non ? Et, bon, il rêvait un peu, mais... Et alors, lui, il est fou de joie parce que David lui donne des responsabilités. T. Phillips lui dit, là, je vais te confier une mission très difficile. Alors, ta mission, c'est quoi ? C'est que nous allons donc... Il va y avoir un coup d'État à Cuba, fait par quelqu'un d'important que tu n'as pas à connaître, et tout de suite après, nous irons dans une force internationale pour protéger ce coup d'État démocratique. Et il dit, toi, il faut que... Comme c'est très compliqué, qu'il y a des tas de groupes qui vont opérer pendant 4 jours avant le putsch à Cuba, il faut qu'on ait des gens qui puissent circuler librement à Cuba légalement, parce que tous les autres vont être infiltrés secrètement. Et alors, et Phillips lui explique, il dit, on a un groupe de 4 personnes dont tu fais partie. 5 personnes, pardon. Il y a 2 agents secrets qui viennent de 2 États, je ne sais plus si c'est le Honduras et le Guatemala, je crois, des États alliés des États-Unis, qui sont des agents secrets formés par la CIA de là-bas. Ça, c'est pour que, quand tout sera dévoilé, ça fasse pas trop américain, quoi, le coup. Hein. Et il y en a un autre qui est un certain Lopez, ça vous rappelle quelqu'un ? Policarpo Lopez, là, vous vous rappelez hein, qui est tout sauf maçon. Et il lui dit, tu auras aussi ce gars-là. Et c'est pour ça, il lui dit d'ailleurs, je vais t'envoyer au Fair Play pour Cuba, là où est infiltré Lopez, comme ça tu feras sa connaissance. Vous comprenez maintenant le contact ? Tout se tient. Et il lui dit, donc ce groupe, vous, votre mission, elle sera très simple. Il dit, tu vas aller d'abord à Mexico pendant le mois de septembre et d'octobre pour te faire passer pour un super marxiste de choc. On t'a déjà fait une belle couverture de ce type les mois précédents. Et tu vas demander à l'ambassade de Russie et à l'ambassade de Cuba un visa pour Cuba, légal. Tout à fait légal. Et il a dit, il y a de bonnes chances qu'il te le donne parce que t'es repéré. Après les émissions de radio et de télé que t'as fait à la Nouvelle-Orléans, après tes bagarres avec des anticastristes et tes distributions de tracts, t'es connu et Cuba, ils ont dû te remarquer, forcément. Donc, quand tu viendras dans leur ambassade, ils seront probablement ravis de t'accueillir. Ça fera une très bonne propagande. C'était bien vu, finalement. Mais il n'a pas de bol parce qu'il va aux ambassades de Mexico, dire à la même époque que Lopez, qu'on a envoyé indépendamment pour aussi se faire son visa. Alors Lopez, lui, il l'a tout de suite, sans problème. Et Oswald, il va voir les ambassades et après il repart. Seulement ce qu'on sait maintenant, et c'est pour ça qu'on n'a pas compris toutes ces histoires de Mexico. Vous savez, sur Internet, il y a un bordel total dans les théories là-dessus. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple qu'il y paraît. C'est que c'est pas Oswald qui, après, a fait des déclarations outrancières dans les ambassades. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir de visa. C'est des types se faisant passer pour Oswald qui sont venus derrière pour casser le coup. Pourquoi ? Parce que les conspirateurs... Tifis n'est pas dans la conspiration. Les conspirateurs, c'est bien d'envoyer Oswald à Mexico, ça va asseoir son image de sale communiste qui tue le président. Ça fait un pigeon parfait. Mais il faut surtout pas qu'il ait son visa. Parce que s'il a son visa, il va partir avant l'attentat à Cuba, là. Il va y avoir la échappée entre les doigts. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? C'est que dès qu'il est reparti d'une ambassade, dans les jours suivants, eux, ils appellent, ils téléphonent, ils font des incidents pour que les Russes et les Cubains disent « Mais ce type est complètement cinglé, on va pas lui donner un visa. Hein. Même s'il se dit communiste, c'est pas bon pour nous, ça. » Et effectivement, il n'aura pas le visa. Alors, ça, c'est pour l'anecdote, je simplifie, mais en fait, vous voyez que dans cette apparente complicité de Mexico, c'est assez simple, en réalité. Et après, il rentre à Dallas, et c'est là que la CIA devait lui proposer un bon boulot, en fait. Un bon boulot, bien payé, et il ne prend pas ce boulot. Et les Paynes, c'est une famille qui héberge sa femme, Marina Oswald, parce qu'ils ne vivent pas ensemble, parce que Oswald, pour pouvoir faire ses missions, a loué une chambre en ville, et veille à ne pas interférer avec sa famille. C'est-à-dire qu'il la loue sous un faux nom, et il interdit à sa femme d'appeler cette chambre, etc. Elle a le numéro en cas d'urgence. Pourquoi ? Parce qu'il veut que quand il fait une opération pour la CIA, on ne peut pas le relier à lui et à sa famille. Donc elle habite chez des amis, les Payne, qui hébergent Marina, ils s'entendent très bien avec elle et ses 2 enfants. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est Ruth Payne, donc la dame de cette famille, qui dit, au moment où Oswald s'apprêtait à accepter un boulot très bien payé, qui était en fait offert par la CIA en réalité dans une entreprise de Dallas, tout à fait légale, Ruth Payne lui dit, écoute, j'ai un boulot pour toi qui serait au dépôt de livres scolaires. Un boulot de magasinier, c'est pas terrible, mais ce serait bien que tu le prennes, ça te donnerait un petit revenu. Et lui, il accepte. Pourquoi ? Alors on dirait il n'allait pas l'accepter parce qu'il a un truc mieux payé de la CIA. C'est parce qu'entre-temps, Jack Ruby, qu'il connaît très bien, il a déjà fait des missions avec lui pour la CIA. Jack Ruby vient le voir en lui disant, écoute, je sais que tu attends un bon boulot, mais tu le refuses celui-là. Il dit, pourquoi ? Il dit,
hors de la CIA, t'as pas besoin de savoir. Il faut que tu sois au dépôt de livres scolaires. Avant de partir pour Cuba, t'as besoin de savoir pourquoi, mais tu dois être là. Alors, il a l'habitude, hein, parfois, comme les autres, et il y va. Et c'est comme ça qu'il va à ce boulot du livre scolaire. 2 mois avant l'assassinat. On l'a placé là, mais il s'est pas rendu compte de rien. Et on comprend. Maintenant, vous comprenez pourquoi il se rend compte de rien. Parce qu'il croit encore qu'il travaille pour la CIA. Puisque Jack Ruby est aussi dans des missions cubaines CIA. Mais comme c'est des dissidents, ils ont détourné Oswald complètement pour l'utiliser. Et Oswald pensait qu'il travaillait toujours pour Attlee Phillips, la CIA, etc. Parce que le grand chef, tu le vois une fois par an. Hein. Je veux dire, il n'avait pas téléphoné à Attlee Phillips en disant est-ce que Jack Ruby c'est bien une mission. Pour lui, il n'y avait pas de problème. Je veux dire, Jack Ruby travaillait aussi pour Attlee Phillips parfois, etc. C'était pas un problème. Et donc, c'est comme ça qu'il se fait piéger. The President's car is now turning onto Elm Street, and it will be only a matter of minutes before he arrives at the trademark. I was on Stemmons Freeway earlier, and even the freeway was jam-packed with spectators waiting their chance to see the President as he made his way toward the trademark. It appears as though something has happened in the motorcade route. Something, I repeat, has happened in the motorcade route. There's numerous people running up the hill alongside Elm Street, there by the Stemmons Freeway. Several police officers are rushing up the hill at this time. Stand by just a moment, please. Something has happened in the motorcade route. Stand by, please. Parkland Hospital, there has been a shooting. Parkland Hospital has been advised to stand by for a severe gunshot wound. I repeat, a shooting in the motorcade in the downtown area. Parkland Hospital has been advised to stand by for a severe gunshot wound. The President's car is now going past me. The limousine is now traveling at a very high rate of speed. Secret Service men standing up in the limousine. They are armed with submachine guns. It appears as though someone in the limousine might have been hit by the gunfire. The presidential car coming up now. We know it's the presidential car. You can see Mrs. Kennedy's pink suit. There's a Secret Service man, spread eagle, over the top of the car. We understand Governor and Mrs. Connolly are in the car with President and Mrs. Kennedy. We can't see who has been hit, if anybody's been hit, but apparently something is wrong here. Something is terribly wrong. I'm in behind the motorcade, trying to follow them. It looks as though they're going to Parkland Hospital. We're on the road to Parkland at this time. The Secret Service man is still spread eagle over whoever is in the car, the President and Mrs. Kennedy, and as we understand, Governor and Mrs. Connolly. At this point, it looks as though it could have been one or two or even all of the people within the car may have been the victims, may have been struck by shots. We don't know. Maintenant, on va aborder la partie, je dirais, la plus technique de cet attentat ou de ce coup d'État, et en même temps peut-être la plus simple, mais en même temps où il y a énormément de faits qui se déroulent. Donc j'ai pensé, tort ou à raison, que le plus simple ce serait que je vous donne une chronologie par temps, heure, etc., plutôt que de séparer les domaines, l'hôpital, la place, etc., parce qu'il se passera beaucoup de choses dans des tas de lieux, et je préfère vous les donner dans un timing, dans l'écoulement du temps, c'est-à-dire qu'on dira qu'à telle heure il se passe ceci à tel endroit, mais qu'en même temps à telle heure il y a autre chose. Alors vous serez peut-être un peu perdu au début en disant mais on va dans tous les coins de Dallas, etc., mais au moins vous verrez que vous comprendrez mieux. Alors donc on va faire une chronologie temporelle. Allons-y. 5 juin 1963. Le voyage présidentiel au Texas est programmé pour le 21 et le 22 novembre 1963, lors d'une réunion entre les présidents Kennedy, le vice-président Lyndon Johnson et le gouverneur du Texas, John Connally. Ce qui était tout à fait normal, étant donné que ces gens-là étaient les maîtres du Texas. C'était pas forcément les amis politiques de Kennedy, mais si on va au Texas, eh ben on s'adresse à ceux qui tiennent le Texas politiquement. Parce que Connally, on l'avait déjà dit, mais on le redira, détestait Kennedy en réalité. Et Johnson aussi, évidemment. 30 octobre 1963. Une source anonyme informe le FBI qu'un groupe de 4 tireurs d'élite cubains est arrivé à Chicago pour assassiner le président des États-Unis et il prévoit de le tuer le 2 novembre. C'est-à-dire au moment où, en fait, Kennedy allait se rendre à un match qui n'est pas les matchs de football américain civil. Il s'agit d'un match qui avait lieu chaque année, qui était très important, entre les corps d'armée. Et c'était la finale des matchs qui s'étaient déroulés dans l'année entre les corps d'armée. Et il était de tradition que cette finale, qui avait lieu dans des villes différentes chaque année, mais cette année c'était Chicago, il était de tradition que le président des États-Unis soit là pour remettre les coupes et le prix. Voilà. Et donc il allait se rendre au stade de Chicago, je ne sais pas s'il y a un stade ou plusieurs, je suppose qu'il y en a plusieurs, mais enfin un grand stade de Chicago, et il devait arriver en fin de matinée, en réalité vers 11h, midi, 1h. L'après-midi, il devait serrer quelques mains, faire un joli cortège dans la ville et se rendre le soir au stade pour le match. Voilà.
Alors malheureusement, le renseignement qu'a reçu le FBI, anonyme, ne lui a pas dit l'adresse de tous les suspects cubains qui étaient venus, les tueurs cubains, et ils n'ont pu retracer finalement que 2 des 4 tueurs et les localiser, parce qu'ils avaient en fait loué une chambre en réalité en ville, et ils ont pu les localiser, et ils ont été immédiatement placés sous la surveillance du Secret Service, parce que là le FBI passe le bébé au Secret Service, la protection présidentielle, qui s'occupe d'eux. Alors à l'époque, le Secret Service était placé pas sous la direction, mais sous l'organisation pratique de Bolden, qui était donc le premier garde du corps du Secret Service noir recruté par Kennedy personnellement. Ça, c'est pour l'anecdote, c'est important parce que c'est symbolique. Et lui, donc, était une sorte de membre permanent du Secret Service de Chicago qui se chargeait d'une enquête s'il y avait quelque chose dans une ville pour ceux de Washington qui, eux, accompagnent le président et sont nomades, en quelque sorte. Voilà. Le matin du 1er novembre, les 2 Cubains qui étaient sous surveillance et qui avaient été localisés par le Secret Service ont repéré un des agents qui les surveillait depuis une voiture. Il y avait un agent de Secret Service qui était dans une voiture et, je dirais, cet imbécile, excusez-moi le terme, avait oublié de couper le haut-parleur de sa radio. Il s'était mis, comme vous diriez vous de jour, en main libre, au lieu de se mettre sur un écouteur. Donc, résultat, il y a, je sais pas, son chef qui l'appelle en disant qu'est-ce que font les suspects, etc. Et les suspects sortaient de la chambre, enfin dans la rue, et ont entendu cette radio. Et comme c'est pas des imbéciles, ils ont su qu'on les avait tracés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à courir tout de suite, à essayer de retourner dans leur chambre, probablement pour récupérer leurs armes et se débiner par une sortie arrière ou quelque chose comme ça. Enfin, je spécule, mais c'est probable. Et l'agent du Secret Service est tout de suite prévenu son équipe en disant « Malheureusement, ils me repéraient, qu'est-ce que je fais ?» Alors, ils ont dit « Tant pis, on n'a pas assez de preuves contre eux pour les emprisonner, on les arrête tout de suite. » Sécurité d'abord. Et donc, ils ont été tout de suite interpellés. Seulement, le problème, c'est qu'on devra les relâcher le lendemain. Après le départ de Kennedy, qui arrive le lendemain, on devra les relâcher parce qu'on n'a pas de preuves contre eux. Ils savent très bien que c'est des tueurs. Mais aux États-Unis, vous connaissez le problème des droits de l'habeas corpus, etc. Donc on les gardera quand même jusqu'à ce que Kennedy soit reparti, mais on ne peut pas les arrêter. Ce qui fait qu'effectivement, quand on regarde les archives de la police de l'époque, les types ont été interrogés, ils ont donné leur nom. À la limite, ils ne se cachaient même pas d'être des exilés cubains travaillant probablement pour la CIA, etc. Mais ils ont dit « Vous avez quelque chose contre nous ?» Non. Donc ils sont repartis. Voilà. Et c'est pourquoi on a l'attentat de Chicago qui avait été minutieusement préparé, je vous en avais donné quelques exemples, a dû être annulé, mais immédiatement. Et comment les conspirateurs ont su qu'il fallait l'annuler? Eh bien, par Kane, le fameux chef de la police criminelle de Chicago, qui travaillait pour Rosselli, et qui évidemment a appelé tonton Rosselli en lui disant « Écoutez, démontez tout parce que ils ont arrêté 2 de vos gars. Donc même s'ils n'ont pas arrêté les autres, ils vont certainement prendre des mesures de sécurité telles que vous n'y arriverez pas. » Et d'ailleurs, ils les ont prises, puisque le Secret Service, s'apercevant que les 2 autres, ils les avaient pas. Qu'en plus, ils ont localisé aussi un autre gars qu'ils avaient dans leur fichier, alors là, ils n'avaient pas besoin de renseignements, qui était le fameux valet, le pigeon dont je vous ai parlé, qui était quand même assez repérable dans les fichiers de police. Ils ont dit, mais attendez, ce gars-là, il est aussi à Chicago. Il travaille ils sont aperçus qu'il travaillait dans une imprimerie qui était sur le trajet du président. Le Secret Service, son boulot, c'est de détecter tout ce qui est sensible sur un trajet. Donc ils ont dit, attendez, un type comme valet, qui est un tueur, au fond, un dealer d'élite, qui travaille pour la CIA pour entraîner des drôles de types. En plus, il a pris récemment un emploi dans cette imprimerie, et en plus, il a loué une chambre, et on a envoyé des agents à la chambre, qui ont vu qu'il avait un fusil de tireur d'élite avec 3000 balles. 3000 balles, vous avez bien entendu, dans une caisse sous le lit, et qu'après, quand on l'a interpellé sous prétexte d'une infraction routière, quand on l'a interpellé, on s'est aperçu qu'il avait un autre fusil avec 6000 cartouches dans son coffre. Un gentil garçon, quoi. Alors, je pense que lui n'était pas du tout impliqué consciemment dans l'attentat. Mais enfin, c'était quand même, pour le Secret Service, tout ça, ça le rendait hautement suspect. Alors, il a été aussi interpellé, mais aussi relâché, puisqu'on ne pouvait rien retenir contre lui. Et d'ailleurs, lui, c'était à juste titre, parce qu'il a dit, mais attendez, moi j'entraîne des exilés cubains à Long Island, j'ai le droit de travailler dans une imprimerie pour compléter mes revenus, qu'est-ce que vous avez à me reprocher? C'est normal que j'ai 6000 balles chez moi, je veux dire. Voilà en gros ce qui s'est passé. Et voilà comment le voyage de Kennedy à Chicago a été annulé d'un coup. Et alors ce qui est très amusant, juste pour l'anecdote, c'est que le porte-parole de la Maison-Blanche, de la presse, a dit d'abord, le président à la grippe. Et environ 1 heure plus tard, change dans son communiqué de presse la cause du départ du président et de l'annulation du voyage à Chicago en disant « mais nous avons appris que le président Diem a été assassiné au Vietnam, c'était le président vietnamien, et l'affaire est tellement grave que le président a jugé bon de rentrer tout de suite à Washington pour s'occuper de ce problème, etc. » Ce qui était évidemment un pieux mensonge parce que le président avait toujours dans Air Force One des lignes
de communication qui lui permettait de traiter les choses où qu'il soit. Et plusieurs autres fois, dans des crises très graves, il était en voyage et il avait continué à le traiter en voyage, parfois même depuis son hôtel, avec des moyens de communication très modernes pour l'époque. Voilà. Donc c'était un pieux mensonge, mais ça l'arrangeait bien. Alors voilà comment on a fait passer l'annulation du voyage de Kennedy à Chicago sans que ça attire trop l'attention de la presse. Et la presse n'a jamais su qu'il y avait eu tentative d'attentat contre Kennedy à Chicago. Maintenant, vous pouvez voir comment nous avons su le nom des tireurs grâce à leur arrestation à Chicago. Et il s'agissait effectivement de Virgilio González, dont nous avions parlé dans la préparation de l'attentat, de Félix Rodríguez, qui travaillaient évidemment tous les deux pour la CIA et dans les opérations contre Castro. Et nous avons pu avoir leur nom comme ça. Quant à Martinez, c'est par d'autres sources en fait, puisque le FBI ni le Secret Service à Chicago n'avaient pas identifié Martinez. Mais on a identifié Martinez par d'autres sources parce que Martinez a été en quelque sorte dénoncé par un de ses copains anticastristes des années et des années plus tard en disant oui, il était à Chicago, il était aussi à Tampa, il était aussi à Dallas. Donc on sait que Martinez était un des observateurs. Et le deuxième observateur, on savait pas. Et alors là, je vous ai dit que certains enquêteurs sont assez affirmatifs depuis 3-4 ans en disant qu'il s'agit de Izquierdo, ce valeureux cubain qui a sa statue à Miami. Moi je dis, je pense que c'est une probabilité, mais moi-même n'ayant pas de preuve de sa présence, je considère que je n'ai pas assez d'éléments personnellement pour valider qu'il était là, mais c'est très possible qu'on découvre un jour et qu'on valide qu'il était là. Donc je ne veux pas contredire mes amis enquêteurs américains, mais pour moi je ne suis pas encore convaincu, tout en admettant que c'est très possible. Voilà ce qu'on peut lire sur Chicago. Mi-novembre 1963, Metz, en France, un soldat du nom de Denkin, ou Dinkin, qui fait son service militaire dans les services d'écoute de la NSA, dont le grand centre européen d'écoute pour toute l'Europe est à Metz, en France. Et il se trouve que lui travaille dans une partie de ces centres d'écoute qui écoutent non pas les Russes ou des pays de l'OTAN, etc., mais qui écoutent en fait les services secrets français. Vous voyez que les scandales d'écoute de la France par l'Allemagne ne datent pas d'hier, et à la demande du NSA. Donc là, à l'époque, le NSA, comme l'armée américaine avait encore des bases en France, le NSA, c'était beaucoup plus facile, il pouvait se brancher sur notre réseau téléphonique des postes et télécommunications. Et apparemment, le NSA avait une technologie plus élevée que celle des Français, qui en étaient encore au 22 à Asnières, n'est-ce pas? Et ils avaient en fait mis sur écoute la totalité des services secrets français. Et ils ont appris, grâce à l'efficacité des services secrets de Gaulle, le fameux SDEC. Le SDEC, lui, avait plein d'agents aux États-Unis, et en particulier dans les camps d'exilés cubains, parce qu'il suivait tous les types de l'OAS qui s'enfuyaient souvent aux États-Unis dans ces camps, et il les gardait à l'œil parce qu'il savait que tous ces gars-là voulaient tuer De Gaulle. Donc, ce qui explique pourquoi les services secrets français mettaient d'énormes moyens pour suivre les agents de l'OAS dans les camps CIA, cubains, etc., où ils traînaient évidemment pour s'entraîner. Et alors, ils avaient appris, on ne saura pas dans le détail, parce que les services français sont très discrets encore de nos jours, ils n'ont pas livré leurs archives, mais grâce à ces écoutes de NSA dont on a les contenus, on sait que Denkin avait entendu dans ses écoutes un premier rapport des services secrets français venant d'un de leurs agents aux États-Unis, qui s'appelait Victor Merz, et qui sera d'ailleurs présent à Dallas, pas du tout pour l'attentat. Il sera présent à Dallas parce qu'il est le chef de la partie française de la French Connection, et qu'il est donc en quelque sorte l'associé de Marcello, mais lui c'est le patron français, et Marcello est le patron américain. Et donc Merz, pour pouvoir faire tranquillement son trafic de la French Connection, dans la French Connection, travaille pour le SDEC, pour les services français. Alors les services français, ils font comme la CIA, c'est-à-dire que la CIA travaille avec des mafieux, mais les services français travaillent aussi avec des mafieux, c'est très pratique, et on peut même pas leur reprocher, c'est très commode d'avoir des mafieux. Et le mafieux, en quelque sorte, avec qui il travaille, c'est Victor Merz. Et c'est ce qui explique pourquoi Victor Merz a été très rarement emprisonné, et il était couvert en fait par les services français parce qu'il leur a rendu d'immenses services. Et il faut dire que, je ne peux pas juger évidemment un trafiquant de drogue, c'est épouvantable, mais il faut dire que Merz a vraiment sauvé la vie du général de Gaulle, réellement, par les infos qu'il a données. Donc je dirais qu'on peut comprendre que la France considérait qu'il lui avait rendu de grands services. Et c'est donc Merz qui, lui, avait appris le projet d'attentat contre Kennedy, mais pas ceux de Chicago et de Tampa, il avait appris celui de Dallas. Et il informe les services secrets français en octobre, et Denkin note dans ses écoutes, un informateur français, un agent français a informé le SDEC qu'un complot de très grande envergure associant aux officiers supérieurs de l'armée américaine. Donc je pense que Merz a appris l'implication de Lansdale, du général Lansdale. Il a dû savoir par des mafieux que Lansdale était un des organisateurs avec Bush, un des coordinateurs en quelque sorte de cette opération, parce qu'il n'y a personne d'autre au Pentagone qui s'est mouillé comme ça. C'est lui, le type du Pentagone qui s'est mouillé. Et il dit que donc un ou plusieurs très hauts gradés américains du Pentagone
prépare en association avec des agents de la CIA et des milliardaires d'extrême droite texans, très intéressant, et ça c'est le 9 octobre qu'il apprend, dans une écoute du 9 octobre, sans précision, qu'il prépare un attentat pour le 28 novembre. Alors voilà, je pense que Denkin a soit mal entendu, soit peut-être que Merce n'avait pas la date exacte, au Texas, mais sans préciser la ville. Et il y a une deuxième écoute qui arrive le 11 novembre. Et là, c'est beaucoup plus terrible parce que tout y est. Il est dit que une équipe très importante de tueurs, assistée de faux agents, etc., est en train de se mettre en place à Dallas pour assassiner le président Kennedy le 22 novembre. Et là, on est le 11 novembre, donc on est très proche. Et donc, il communique ça tout de suite au chef pour l'Europe de l'NSA, son supérieur, qui est un militaire, si vous voulez, un général, qui dit, écoutez, ça, c'est pas notre affaire, hein. On refile ça au Secret Service. Nous, l'armée, on n'a pas protégé le président, c'est le Secret Service. Donc, il transmet au Secret Service. Seulement, Denkin s'aperçoit que le Secret Service ne le répercute nulle part. Comme il est à la NSA, il a des moyens de vérifier, hein. Il s'aperçoit que ça est répercuté nulle part. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un message à Robert Kennedy. Il ne reçoit aucune réponse. Au bout de 2 jours, il n'a pas de réponse de Robert Kennedy. Or, si Robert Kennedy avait reçu le message, il aurait immédiatement, nominal, le personnel de ce soldat, il aurait répondu. Il aurait dit soit ne vous inquiétez pas, on suit, etc., soit merci de nous prévenir, on va faire le nécessaire. Il ne reçoit pas de réponse. Donc il en déduit que Robert Kennedy n'a jamais reçu le message. Alors nous, quand on enquête sur Kennedy, on est incapable de vous répondre, on a cherché à fond. La fondation Kennedy a essayé aussi de trouver, il n'y a aucune note chez Robert Kennedy, ni officielle ni officieuse, qui indique qu'on lui ait remis ce message. Donc probablement qu'il ne l'a jamais reçu. Ou alors s'il l'a reçu, il n'y en a aucune trace. Et alors Denkin, considérant qu'il y a une obstruction, c'est-à-dire il est affolé, alors qu'est-ce qu'il fait? Il déserte en fait. Il quitte sa caserne en quelque sorte, Metz, il déserte pendant quelques jours, 4 jours, et il va au siège de la Société des Nations à Genève, qui est donc une annexe de l'ONU finalement, où il y a beaucoup de gens très importants, et il va rencontrer tous ces diplomates de l'ONU, etc., en leur disant, écoutez, il faut prévenir la présidence des États-Unis, il y a un terrible attentat qui se prépare, et il donne les détails. Ce qui d'ailleurs est très grave, parce qu'il peut être accusé de trahison, parce qu'il révèle des secrets du NSA. Mais enfin, il le fait. Et alors finalement, les hommes importants de l'ONU lui conseillent de revenir à sa caserne pour ne pas être accusé de désertion, ce qu'il fait. Et à la caserne, il est immédiatement envoyé aux États-Unis. Il est interné, soi-disant pour schizophrénie, mais alors sa schizophrénie aura été la plus courte de toute l'histoire de la psychiatrie, puisqu'il est interné pour schizophrénie de la mi-novembre, je crois que c'était le 19 ou le 20 novembre, et il est relâché le 28 novembre, après la fin de l'attentat contre Dallas. Donc il aura eu probablement l'épisode schizophrénique le plus court de l'histoire. Ce qui est très prometteur d'ailleurs pour guérir certaines maladies mentales. Mais bon, ne sourions pas, en fait, c'est qu'on l'a mis hors circuit le temps que l'attentat se fasse, et puis après, il n'y avait plus de problème, on l'a relâché, quoi. Voilà. Mais on lui a fait tellement peur, parce qu'on lui avait donné d'horribles traitements de neuroleptiques terribles, etc., qu'après, il n'a plus jamais parlé, il n'a même pas voulu répondre aux écrivains qui ont écrit sur Kennedy, etc., mais on a son rapport officiel qui est dans toutes les archives, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Alors c'est très intéressant, parce que pour ceux qui nient un complot, on a là déjà une première preuve, très solide, qu'il y a eu complot. Parce que tous les gens disent, vous les gens qui défendez l'idée qu'il y a eu un attentat qui était un coup d'État, vous citiez Cher Ami, c'est-à-dire une pauvre fille qui était amenée par 2 mafieux à Dallas. D'ailleurs, ça n'avait rien à voir avec l'attentat de Kennedy, c'était pour des histoires de drogue liées à la French Connection, des livraisons de drogue, et qui ont été lâchées sur la route par 2 gars qui travaillait pour Marcello, et qui, comme elle nageait dans ces milieux, avait entendu à la Nouvelle-Orléans les types parler de la préparation de l'opération, et donc, quand elle est arrivée à l'hôpital, elle avait dit, on va assassiner le président dans 2 jours, c'était un 20 novembre, on va l'assassiner dans 2 jours, il faut absolument qu'il n'aille pas à Dallas, etc. Alors, évidemment, les gens qui sont pour la théorie d'Oswald Tueur disent, mais enfin, excusez-moi le terme, une pute qui se drogue à l'héroïne et qui fait ce témoignage, on n'y croit pas, hein. Par contre, quand on a un soldat qui travaille pour le NSA, qu'on a ses rapports officiels, qu'on a retrouvé tous les bulletins, là c'est une preuve. Ça n'est pas une hypothèse. Donc vous pouvez dire que même si on n'avait que ça, on pourrait déjà dire qu'on a la preuve qu'il y a eu une conspiration de très haut niveau contre Kennedy. Puisque savoir en octobre et en novembre, savoir un mois avant tous les détails de l'opération, ça veut dire qu'il y avait une conspiration, évidemment. 14 novembre, le plus proche conseiller de Kennedy, qui s'appelle Kenneth O'Donnell, réserve le Trade Mart, c'est-à-dire une chambre de commerce, ça s'appelle Trade Mart en anglais, de Dallas pour le banquet présidentiel du 22 novembre. Parce qu'il était décidé que pour clôturer en quelque sorte son voyage au Texas, où il visiterait Austin, Fort Worth, Houston, etc., et en finale Dallas,
il devait donc finir en beauté en faisant un discours très important d'ailleurs, un des plus importants de toute sa vie de président, et qui devait être fait donc à la Chambre de commerce de Dallas. Et c'est triste qu'il soit mort parce que quand on lit ce discours, on a le texte. Il annonçait en fait qu'il allait faire basculer le monde dans la paix. Et il annonçait qu'il allait faire un processus de détente qui finalement, à cause de son assassinat, ne se fera que dans les années 80, avec Gorbatchev, etc. et Reagan. Et c'est là qu'on voit l'occasion ratée pour le monde. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle on l'a éliminé. C'est pas seulement des histoires d'argent ou de prison. Parce qu'il était en train d'amener l'Amérique dans une direction totalement différente, qui était une direction très belle. Il préparait un nouvel ordre mondial. Les Américains ont toujours voulu imposer un nouvel ordre mondial. Mais c'était le nouvel ordre mondial, au fond, dont rêvent de nos jours les altermondialistes, dont rêvent les pacifistes, dont rêvent les gens de bonne volonté, les hommes de bonne volonté. Et son discours doit se terminer, je vais vous donner la phrase parce qu'elle est très belle, il ne sera jamais dit, c'est « paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Un président des États-Unis qui dit ça, c'est lourd. Et Kennedy avait dit « ce sera le discours le plus important depuis que je suis président ». Donc on a raté quelque chose de très important ce jour-là. Et la veille, à Fort Worth d'ailleurs, parce qu'on ne parleront très peu de Fort Worth, parce qu'on va parler de l'attentat, mais la veille à Fort Worth, où tout s'était très bien passé, il a fait un merveilleux voyage en une journée, 3 villes, il a été accueilli sous les applaudissements, tout le monde l'aimait, et à Fort Worth, il avait fait un discours le matin de son départ pour Dallas, un petit déjeuner officiel, et ce discours, il avait rappelé la mort héroïque de son frère aîné, qui était mort donc en s'écrasant avec un bombardier. Seulement, ce que les gens ne savent pas, alors je vais vous donner une petite anecdote, c'est que le frère aîné de Kennedy s'était écrasé en 43 ou 44, je peux me tromper, là j'ai pas mes notes, il s'était écrasé en testant un prototype ultra secret de drone. C'est-à-dire que les Américains avaient mis au point ce qu'on peut appeler le premier drone d'attaque de l'histoire. Il s'agissait d'un B-17, ces grands bombardiers qui bombardaient l'Allemagne, etc., que vous connaissez, vous avez tous vu ça dans les films. Ils avaient transformé un B-17 en mettant une caméra de télévision, ce qui était futuriste pour l'époque, à l'avant, un système de télécommande du B-17, ce qui était très compliqué parce qu'il fallait faire un système de télécommande pour un pilote, un mécanicien et un copilote. Vous rappelez que ces avions étaient extrêmement archaïques. Et ce système, il l'avait déjà testé plusieurs fois dans le désert aux États-Unis, mais il y avait des problèmes d'instabilité de l'avion. Et à l'époque, il fallait mettre un pilote d'essai dans ce cas-là. Donc, ils avaient demandé à ce que des très bons pilotes, et le frère de Kennedy était un excellent pilote, acceptent, soient volontaires pour monter dans l'avion, qu'on télécommanderait, mais eux pourraient dire ce qui se passe, et si quelque chose allait mal, reprendre les commandes manuellement, mais au moins avoir vu où était le problème. Pourquoi ces bombardiers, à un moment, piquaient et s'écrasaient avant qu'on le leur dise, en quelque sorte. Et malheureusement, lorsqu'il a fait ce vol d'essai, qui se faisait en Europe d'ailleurs, en Angleterre, et malheureusement, dans un de ces vols d'essai, l'avion a refait son piquet qui était truc, et il semblerait que son frère n'a pas pu reprendre les commandes, et il est mort comme ça. Parce qu'on croyait toujours qu'il était mort dans une mission de bombardement, pas du tout. Il était mort en testant un prototype ultra secret. Alors je dis ça pour l'anecdote, ça change rien, ça n'a rien à voir avec la scène Kennedy, mais c'est des anecdotes intéressantes parce qu'elles donnent des éclairages inconnus, si vous voulez, sur cette époque. Voilà. Alors après cette petite diversion, donc 18 novembre, le Secret Service approuve le parcours de l'aéroport de Love Field, celui de Dallas, jusqu'au Trade Mart de Dallas, c'est-à-dire à cette chambre de commerce. Et c'est ce fameux parcours où il y aura ce virage fatal dont nous parlerons bientôt. Alors quand on dit que le Secret Service l'approuve, ceux qui ont écouté mon émission il y a 12 ans, j'avais dit c'est encore une preuve qu'il est coupable, qu'il est complice. Et maintenant, je vous dis non, je me suis trompé. Parce que maintenant qu'on a ces 4,5 millions de documents, j'ai pu creuser les choses sur des bases, cette fois-ci, de preuves connues. Et je pense que le Secret Service n'a jamais été impliqué dans cet attentat. À part peut-être le chauffeur Greer, le chauffeur qui conduira tout à l'heure la voiture de Kennedy. Peut-être lui. Mais en tout cas, les autres ne sont pas impliqués. Par contre, je pense qu'ils ont rien fait, ça c'est clair. Et je pense que sur le parcours, par exemple, beaucoup d'auteurs ont dit, vous voyez bien, c'est le Secret Service qui approuve le parcours, c'est évidemment eux qui l'ont tracé, et c'était pour mieux piéger le président, parce que ce virage n'avait pas de raison d'être comme nous l'avons dit. Mais, en fait, pas du tout, parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité ce parcours avait été imposé par Connally. C'est Connally, qui est le gouverneur du Texas, qui l'avait imposé, avec en plus un autre conseiller de Kennedy, O'Donnell, dont je vous ai déjà parlé, qui le voulait aussi, parce que lui, il avait dit, attendez, il y a toujours une foule quelque part. O'Donnell, lui, pensait élection. Il disait, il y a toujours une foule quelque part. Là, on a fini de faire la ville, mais on sait que dans les banlieues, il y a une foule. Vous aurez même peut-être des spectateurs le long de l'autoroute quand vous foncerez vers la chambre de commerce. Alors, il avait dit, écoutez, cette petite place qui fait la taille d'un ou deux terrains de foot, plus longtemps on y est,
plus ça fera des voix supplémentaires. Parce que même s'il y a que 10 personnes, ça fera 10 voix de plus. C'est toujours bon à prendre. Ça, c'est les raisonnements de politiciens. Vous voyez. Et donc, c'était pas du tout dans l'hypothèse d'une conspiration. Je peux vous assurer qu'ils n'ont jamais fait ce virage pour qu'on lui tire dessus. Ils ont fait ce virage pour qu'il soit plus longtemps visible, qu'il passe sous plus de fenêtres où des gens vont dire « Oh, qu'il est beau, oh, qu'elle est belle, et on va voter pour lui ». Et en fait, la preuve que c'est ça, c'est que je vous ai expliqué déjà que Wallace avait fait une formation en diamant, préparé une formation en diamant pour le tir. Et pourquoi? Maintenant que vous avez en tête le carré, le triangle qui symbolise la place, vous voyez bien que la formation en diamant permettait de l'abattre qu'il prenne une route directe ou qu'il prenne un virage. Ça positionnait les tireurs qui étaient toujours en train de l'entourer à 360 degrés, alors que si on avait pris une position à 2 ou 3 points, s'il n'était pas exactement sur une route, c'était foutu. Ça vous explique pourquoi voilà, ça avait pris une position, ce qui veut dire qu'eux-mêmes n'étaient pas sûrs qu'ils prendraient ce virage. Ils savaient qu'ils passeraient par cette place, ils étaient obligés de toute façon. C'était la seule route pour aller là-bas. Mais ils ne savaient pas s'il irait tout droit ou s'il prendrait le virage. Et ils le savent juste le 18 novembre, lorsque le circuit de service approuve le parcours, et le lendemain, la presse le publie. Donc là, même les conspirateurs savent qu'il va prendre ce virage. Ça les arrange, parce que c'est un tir plus facile que s'il avait été tout droit ou il aurait été un peu plus vite. Ça, c'est, bon, pour les non-spécialistes s'en foutent, mais pour ceux, je suis sûr qu'il y en a qui m'écoutent, pour ceux qui sont passionnés pour Kennedy, là, je vous révèle des petits scoops, au fond. Très nouveaux. Hein. Jeudi 21 novembre, 14h30. Air Force One se pose à San Antonio. Alors, il est parti le matin de Washington vers 10h, 10h30. Il se pose à San Antonio, au Texas, et Kennedy reçoit un accueil mais enthousiaste dans les villes de San Antonio, de Houston, où il va après, dans la journée. C'est une journée vraiment de cavalcade de cow-boys texans, vous voyez, au galop, et à Fort Worth. Alors, à Houston, il est là pour, en quelque sorte, pas inaugurer, mais presque, mais pré-inaugurer le futur centre spatial qui va commander les vols Apollo. Parce que vous savez que c'est Kennedy qui a lancé le programme spatial lunaire. Et là, il va justement voir les équipes, dont Von Braun, les voir parce que le futur centre de commandement, avec des ordinateurs futuristes pour l'époque, etc., que vous connaissez tous, puis s'il sert encore de nos jours, eh bien, était déjà presque construit, et il est venu pour ça. Donc, il a pu voir, avant sa mort, au fond, se réaliser ce qu'il avait décidé 2 ans avant. Et Von Braun, d'ailleurs, pour la première fois, lui présente la configuration définitive du module lunaire et de la cabine Apollo, qui venait d'être décidé. Et il a pu voir avant sa mort ce que nous avons vu en 69. Donc je dirais que d'une certaine manière, sans avoir pu vivre assez longtemps pour voir les vols lunaires, il a pu voir exactement comment ce serait, complètement. Il a vu déjà les maquettes, les premiers prototypes de cabines, etc. Bon, c'est pour l'anecdote. Et c'est pour ça qu'il était à Houston. Et ensuite, il termine par Fort Worth, où il arrive très tard la nuit, il arrive tard le soir, et c'est très étonnant parce qu'il descend de l'avion, il pleut, comme c'est pas permis, le temps était très mauvais par contre pendant cette journée, mais l'accueil très chaleureux. Il pleut, et alors il descend très tard le soir, crevé évidemment, pour aller dans un hôtel, l'hôtel Texas d'ailleurs, au centre de Fort Worth, et en descendant de l'avion, il dit à Jacqueline Kennedy, sa femme, il lui dit « ce serait une très belle soirée pour m'assassiner ». Phrase étrange. Alors bien sûr, il avait eu les tentatives d'assassinat de Chicago. À Tampa, il y avait une tentative avortée qui n'a même pas démarré parce que on avait repéré Virgilio González et donc on avait tout de suite mis des quantités astronomiques de militaires, de gardes, etc. Ce qui fait qu'il n'a pas eu lieu du tout. Mais il savait tout ça. Mais en même temps, cette remarque est troublante. Dire comme ça le soir en arrivant, ce serait une soirée idéale pour m'assassiner, bizarre. Bref, alors ils vont à l'hôtel et avant d'aller se coucher, la journée d'un président est très chargée, comme on peut s'en douter. Avant d'aller se coucher, il laisse sa femme dans la chambre et il va voir son pire ennemi qui est Johnson, dans ses appartements, dans sa suite. Et il dit à Johnson, écoutez, j'ai décidé un changement pour demain, vous n'aurez pas Connally dans votre voiture, Connally je le prends avec moi. Johnson, furax, qui dit quoi? Et alors il dit oui, parce qu'il dit, Connally me déteste, vous le savez. Il est le pire anti-Kennedy dans le parti démocrate du Texas. Alors il a dit, moi je peux convaincre Connally de venir, moyennant des petites ristournes électorales, etc. Enfin c'est toujours les magouilles de politiciens, ça c'est normal. Et on ne saura d'ailleurs pas dans le détail ce qu'il avait décidé, puisque même Connally n'a jamais dit ce qu'ils avaient combiné, pourquoi il avait accepté en quelque sorte d'être dans sa voiture. Mais il a dit donc Connally ira dans ma voiture, et puis je vous laisse Yarborough, qui devait être à côté de moi. Yarborough, c'est quoi? C'est un député démocrate qui est très proche de Kennedy. Je veux dire, c'est un libéral, il approuve la politique de Kennedy, etc., parce qu'il est courageux au Texas. Mais donc, du coup, il est absolument détesté de Johnson et détesté de Connally, évidemment. Et alors, il dit, donc Yarborough, comme tout le monde sait qu'on s'aime bien, il n'y a pas de problème, lui, il ira dans votre voiture, et puis Connally viendra dans la mienne, ce qui est un geste politique fort.
Bien. Et Johnson est fou de rage, littéralement. Et alors, tous les gens qui l'ont vu, y compris le personnel de l'hôtel, ont dit il était rouge quand Kennedy est sorti de sa suite. Il était mais vraiment rouge. Et alors après, qu'est-ce que fait Johnson? Kennedy, lui, il allait se coucher et puis ils ont dormi avec sa femme. Johnson, lui, il a une nuit très chargée cette nuit, du 21 au 22 novembre. C'est-à-dire que déjà à 11h du soir, il sort de sa suite, il se fait amener en voiture à Dallas. Où est-ce qu'il se fait amener? Parce qu'il est invité par le milliardaire Murchison, un des 3 financiers. Et il passe dans 2 maisons. Il passe d'abord dans la maison de l'épouse de Murchison, qui fait une réception, de Dadam, et ensuite, où il passe juste une demi-heure par politesse pour dire bonjour, probablement boire un petit verre de whisky sans plus, et ensuite, il va tout de suite dans la maison de Murchison lui-même. C'est pas qu'il soit divorcé avec sa femme, c'est qu'il a une maison de travail, en quelque sorte, pour être 30 hommes, et puis une maison où il habite avec son épouse, ça c'est pour la réception mondaine. Et dans cette maison de Murchison, cette villa de Murchison, il y a une réception en l'honneur d'un monsieur charmant qui s'appelle Edgar Hoover et qui est le patron du FBI. Bonne ambiance. C'est en son honneur, etc. Et alors, dans cette réception, qu'est-ce qu'on a? On a l'ancien vice-président Nixon, John Eisenhower, qui lui était allé la veille et le jour même pour un congrès des fabricants de soda, et comme il représente Pepsi Cola, donc il était à ce titre. Bon. Et puis, on a évidemment Johnson qui arrive, on a Cliff Carter, et puis on a des tas d'hommes très politiques très importants du Texas, etc. Et à un moment, quand tout le monde s'est bien saoulé la gueule, qu'on a bien salué Hoover, etc., une fine équipe se réunit dans un salon privé, dans le fumoir privé de Murchison, qui comprend Johnson, un certain Wallace, vous connaissez, qui à l'époque d'ailleurs porte la casquette d'un ingénieur dans une compagnie de missiles en Californie. Parce que Johnson lui a donné ce poste. Il a un poste très important d'ingénieur supérieur dans une compagnie fabricante qui s'appelle la Link Corporation, qui fabrique des missiles pour l'armée américaine. Mais dont le siège est au Texas. Mais lui, il est dans les parties californiennes de l'usine. Mais il faut préciser que voilà, ça a sa maison à Dallas et qu'il est un gars de Dallas en réalité. Et sa famille est là-bas. D'ailleurs, son père est un homme tout simple, il est plombier en fait. Il a une entreprise de plomberie et d'ailleurs, il utilisera la voiture de papa puisque nous verrons plus tard que tôt le matin, devant le School Book Depository, il y a la voiture de papa, du plombier, sans le papa, que utilise Wallace. Donc c'est probablement pour amener des armes ou quelque chose comme ça. On ne le saura jamais. Mais donc, et il habite Dallas aussi. Et alors, donc, il y a Wallace qui est dans cette réunion. Et puis, on a des messieurs qui n'avaient pas été identifiés par dans la liste des invités, qui étaient, dont les majordomes se souviennent. Un majordome s'est souvenu, il a 87 ans, mais il s'en souvient. Il a dit c'était 2 messieurs qui paraissaient plutôt mafieux, quoi. Alors j'en déduis que c'était très probablement Marcello et Traficanti, mais qui ne voulaient pas apparaître dans la réception, parce que quand il y a le chef du FBI dans la réception, c'est peut-être pas l'endroit idéal pour eux pour y être. Je pense qu'ils sont arrivés discrètement après, enfin on ne saura jamais, mais en tout cas il y avait 2 gars qui ressemblaient fortement à des mafieux, avec des costards d'alpaga brillants, vous voyez, bleu pétrole, etc. Vous imaginez l'imagerie. Bon. Et puis, donc tous ces gens se réunissent, et à la sortie de la réunion, Johnson est rouge, mais fou de rage, et il rejoint sa maîtresse, parce qu'il avait une maîtresse depuis des années, avec qui il a eu d'ailleurs un enfant. Il a été très correct, parce qu'il a toujours, qu'à sa mort et même au-delà, il y a toujours eu une pension énorme pour cette maîtresse et son enfant. Et sur ce plan-là, il a été, bizarrement, c'est un domaine où il a été galant, étrangement, alors que c'était un rustre. Et donc, il y a sa maîtresse, parce qu'il va rejoindre sa maîtresse après la réception, et quand il part, il lui dit « Demain, ces maudits Kennedy n'en m'en mettront plus jamais. » Donc, il révèle qu'il est dans le complot. Bon, et bien là, il était furieux. Alors, on se demande pourquoi il était furieux. On peut se poser une question. Alors, on ne saura jamais qu'est-ce qui a cloché entre les conspirateurs, parce que là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a cloché. Alors, est-ce que Johnson avait une divergence sur les cibles? Alors, je me suis posé la question, et moi, j'en ai déduit. C'est une pure hypothèse, c'est très gratuit. Mais, étant donné que l'attentat s'est déroulé le lendemain, nous le savons déjà, et que tout s'est bien passé, j'en déduis que le problème n'était pas là. Et j'en déduis que c'était simplement sur la question de l'assassinat de Connally. Parce que nous verrons demain, dans la journée de demain, nous verrons que, voilà, ce qui devait tirer sur Kennedy va tirer sur Connally, sur ordre de Johnson. Il va changer sa cible, en quelque sorte. Et peut-être que c'est là qu'il y a eu un clash entre les organisateurs et Johnson. C'est possible, mais on ne le saura pas. Mais j'aimerais bien le savoir, mais je ne peux que spéculer. Là, je vous dis honnêtement, c'est une pure spéculation. Je vous dis peut-être une ânerie totale. Je pense que certains spécialistes de Kennedy vont rigoler en entendant l'émission en disant « Oui, mais Jean-Marc, il rêve là ». Mais le fait qu'il soit sorti en colère, il n'y avait pas de raison a priori. Surtout que les majordomes ont témoigné, des années après, 30 ans, 40 ans après, ils ont dit « L'ambiance était étrange cette soirée-là ».
Parce que ils ont dit, on a fait souvent des soirées, et Hoover était déjà venu, c'est une tradition, il venait chaque année. Hein. Et il dit, il y avait une ambiance étrange, parce qu'il dit, d'habitude, on buvait du whisky. On bouffait bien, on buvait du whisky. C'est de la tradition, je veux dire. Et on se saoulait la gueule, d'ailleurs. Et il dit, là, c'était différent. Tous les invités, quand ils arrivaient, j'avais l'impression que je faisais la fête de Noël de l'année. C'était une fête, comme un mariage ou une fête de Noël. Il dit, les invités étaient, mais certains invités, et c'est qui? C'est Hunt, Murchison, Bird, Johnson, Wallace et Cliff Carter. Il dit, ces messieurs étaient, mais comme s'ils avaient annoncé, s'ils avaient appris une nouvelle extraordinaire, une naissance ou quelque chose comme ça, ou un mariage, et ils ont demandé que l'on fasse une soirée au champagne, ce qui n'était pas du tout la tradition chez Murchison. Et toute la soirée s'est fait au champagne et au caviar, ce qui n'était pas la tradition. Et ça, c'est aussi une indication. Pourquoi? Parce que je pense que c'est ce soir-là qu'on a donné le feu vert au dernier détail de l'opération et qu'ils savaient qu'ils réussiraient. Donc ils étaient fous de joie en quelque sorte. Alors, beaucoup de gens disent, quand la maîtresse de Johnson prétend qu'il lui avait dit ça et qu'il était à cette réception, c'est pas possible, puisqu'on peut prouver que Johnson était dans l'hôtel toute la nuit, après avoir eu sa réunion avec Kennedy, et qu'il est resté la nuit et qu'il s'est couché, puisque même ses gardes du corps disent, lorsque Kennedy est sorti, Johnson, en fermant la porte, est encore rouge de colère, mais il est resté dans sa suite, et il dit, nous n'avons pas quitté sa porte. Oui, seulement ce qu'ils ne savent pas, c'est que le cousin de Johnson, qui était son sosie payé, officiel, et ce cousin était un sosie parfait de Johnson, puisqu'il apparaissait souvent, il est apparu 2 fois dans des séries télévisées sur Johnson, et je vous assure que vous voyez la série, vous croyez que c'est le président lui-même qui joue dans la série. Et il est apparu plusieurs fois pour certains voyages quand Johnson n'avait pas le temps, et tous les spécialistes disaient c'était un sosie parfait, parce que parfois les sosies sont pas très parfaits, mais lui c'était le clone. Et il l'utilisait souvent, et on sait maintenant, par Billy Solestes en particulier, que Johnson avait fait venir ce sosie pour tout le week-end là de Dallas. Donc il pouvait se déplacer comme il voulait, de toute façon il a perçu. Et quand tu vas sortir par une voie dérobée de l'hôtel, ce serait facile, hein. C'est prévu dans ce genre de suite. Voilà. Donc ça veut dire que sa maîtresse et d'autres témoins n'ont pas menti. Surtout qu'on a aussi des majordomes, etc., des personnels qui ont dit mais le vice-président était là, on ne peut pas le rater lui, hein. Il était là, il n'y a pas que sa maîtresse qui témoigne. Alors on se demandait mais comment c'est possible? Parce qu'il avait ce sosie justement. Voilà. Après cette nuit à Dallas, pour le moins arrosée et festive, comme nous l'avons vu, nous en arrivons au jour fatidique de l'attentat, c'est-à-dire au vendredi 22 novembre 1963. 10h30. Après un petit déjeuner, où le président a fait un très beau discours, parlant en particulier de son frère, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le cortège du président quitte Fort Worth et rejoint l'aéroport militaire de Carswell, dans la banlieue de Fort Worth, où Air Force One décolle pour le vol le plus court de son histoire. 13 minutes pour parcourir les 50 km jusqu'à l'aéroport de Love Field de Dallas. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que Air Force One, vous savez tous que c'est l'avion présidentiel, évidemment, doit parcourir une distance. Fort Worth, c'est quasiment une banlieue de Dallas. Il ne faut pas croire, c'est une ville au point de vue communal, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a un comté, etc., mais elle a un maire, etc. Mais en fait, fondamentalement, c'est comme si vous disiez qu'il allait depuis le 9-3 jusqu'au centre de Paris, en gros. C'est vraiment une banlieue de Dallas, c'est tout près. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi Johnson pouvait facilement faire l'aller-retour dans la nuit à Dallas, etc. Souvent, les gens ne voient pas cet aspect. Ils se disent, mais oui, il part d'une ville à l'autre. Non. Et alors, pourquoi on le fait aller en avion? Je ne pense pas que ce soit pour un problème de sécurité. C'était pour gagner du temps sur le programme, pour qu'il ait plus de temps à passer à Dallas. Parce qu'il aurait pu prendre la route, hein. Alors, ce qui est très intéressant, d'ailleurs, puisqu'on parle de sécurité, c'est qu'on sait maintenant par les archives, qui nous sont accessibles en ligne depuis 2005, on sait que, contrairement à ce qu'on pensait tous les enquêteurs, on se disait, oui, il devait flairer un danger à cause des tentatives de Tampa, de Chicago, mais en fait pas du tout, parce que le Security Service, ainsi que d'ailleurs le FBI, et les policiers même honnêtes de Dallas, avaient dit, c'est formidable à Dallas, parce qu'il n'y a aucun des suspects dangereux, des listes de suspects dangereux, il n'y en a aucun qui est venu à Dallas, personne. Tout indique qu'il ne se passera rien. Et malgré le fait qu'il y ait eu dans la presse des faux avis de décès, on disait sous forme d'un avis de décès, on avait publié dans 2 journaux de Dallas des critiques qu'on faisait à Kennedy. Monsieur le président, non, monsieur Kennedy, on ne disait pas le président, monsieur Kennedy, voilà ce que nous vous reprochons, d'avoir trahi l'Amérique en faisant un rapprochement avec l'Union soviétique, de ne pas avoir aidé Cuba, etc. C'était extrêmement violent, si vous voulez. Et il y avait même une affiche qui avait été collée dans la ville durant la nuit, la veille et la nuit, où on faisait rewards, ces affiches rewards, ça veut dire rechercher.
mort ou vif, et où il y avait la photo de face et de profil de Kennedy, comme dans les photos de police, et c'est ces affiches comme celles qu'on avait au Far West pour chercher les outlaws, c'est-à-dire les bandits. Mais en fait, le Secret Service, le FBI, savait très bien que ça venait d'un homme, un seul, c'était un homme très riche de Dallas, qui était à l'extrême de l'extrême droite, et qui était considéré un peu comme un rigolo, faut bien dire les choses, c'est-à-dire que ce type était connu pour ses excès, aussi bien verbaux que écrits, et comme ce type avait beaucoup d'actions dans 2 journaux très à droite de Dallas, il lui était très facile de faire publier ce genre de choses. Et le Secret Service disait c'est pas dangereux parce qu'on sait qui c'est ce gars-là et il a toujours fait comme ça, c'est pas nouveau, on en a rien à foutre en fait, voilà. Et même Robert Kennedy avait dit à son frère, il avait dit oui, c'est pas grave, hein, c'est pas dangereux. Donc, bizarrement, la sécurité semblait très bonne à Dallas. Ils avaient eu beaucoup plus peur à Fort Worth, par exemple, et surtout à Houston. Par exemple, à Houston, ils avaient très peur qu'il puisse y avoir un cinglé qui s'en prenne à Kennedy dans la foule ou quelque chose comme ça. Et là, les agents étaient vraiment sur les dents, comme on dit. Et bizarrement, pour Dallas, ils étaient détendus. Ils étaient tellement détendus que 80% des agents avaient été se saouler la gueule. Certains étaient arrivés à leur poste à 5 heures du matin à Fort Worth. Ils avaient passé toute la nuit dans une boîte de nuit de Fort Worth qui était déjà une sorte de boîte de nuit, on dirait hippie. C'est-à-dire qu'il y avait la particularité que les serveuses étaient souvent seins nus, vous servez comme ça, etc. Enfin, c'est une boîte assez olé olé et très beatnik, comme on disait à l'époque. Or, ils avaient été invités gratuitement, bien entendu, et Johnson était même passé, à un moment, en revenant de Dallas, de sa soirée, il était passé leur dire bonjour et avait passé un quart d'heure avec eux dans cette boîte de nuit. Probablement pour voir quelques belles nanas au sein nu. Et tout le monde était sous comme des Cosaques, Johnson aussi d'ailleurs. Et donc c'est pour montrer que si le Secret Service avait décompressé, comme on dit, c'est qu'ils étaient sûrs que le lendemain ce serait une formalité, quoi. Hein. Bon. C'était la fin du voyage, le dernier passage, Dallas, oui, et puis tout indiquait qu'il n'y avait pas de menace précise. D'autre part, contrairement à ce qu'on dit, beaucoup d'auteurs conspirationnistes, et là je regrette qu'ils soient souvent pas plus sérieux, parce qu'après ça nous fait passer justement pour des conspirationnistes. Moi je suis pas du tout un conspirationniste. Si j'avais vu que Oswald était le seul tireur, j'aurais été très content, j'aurais dit j'ai compris ce qui s'est passé, je vous l'aurais dit. Mais il y a eu conspiration. Mais il y a des gars qui sont un peu fantaisistes dans ce domaine, et qui la voient partout, et qui en rajoutent. Alors ils ont dit oui, la police de Dallas était lamentable, n'a pas protégé Kennedy. Un autre mensonge. Même moi j'y avais cru, jusqu'à ce que je puisse avoir les documents originaux en 2005. La plupart des enquêteurs croyaient que effectivement l'unité militaire qui devait se placer dans la ville et protéger Kennedy en se mettant sur les toits, etc., on lui avait interdit d'y aller. Et c'est un mensonge. C'est-à-dire que c'est un général en retraite qui a découvert d'ailleurs des choses vraies, mais qui en a aussi un peu rajouté. Je pense qu'il devait être un peu mytho sur les bords, le gars, ou parano, parce qu'il avait dit oui, et puis en plus le chef de la section 117 de l'armée de terre qui était chargé, entraîné pour protéger au Texas les voyages d'un président, on leur a interdit de venir, ils étaient foudrages, etc. Et bien ça, c'est une légende, parce que maintenant on a les rapports internes de cette unité, qui sont déclassifiés, et on s'aperçoit qu'il y a eu effectivement des hommes qui ont été envoyés à Dallas. Alors on dira, mais alors pourquoi ils n'étaient pas là lorsqu'on l'a assassiné? Pour une raison très simple, c'est que ces hommes étaient en petit nombre. Ils devaient être une centaine, si vous voulez. Et donc, ils ont été mis là où ça semblait le plus dangereux, c'est-à-dire là où il y a des immeubles, des gratte-ciel, des milliers de fenêtres, etc. Mais sur Dealey Plaza, le cortège est fini. On savait qu'il y aurait 2 pelés, 3 tondus. Enfin, en théorie, puisque c'était plus du tout la zone. Et donc, on disait, c'est pas là qu'on va mettre des hommes en priorité. Et puis en plus, c'est une zone dégagée qui est facile à surveiller. Bon, la police de Dallas suffirait. Et donc, et surtout, faut pas oublier que sur Dealey Plaza, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la prison du comté qui donne sur la place. Et contre la prison du comté, qu'est-ce qu'il y avait? Eh ben, il y avait le commissariat central de Dallas, où étaient tous les enquêteurs criminels, le chef de la police, le shérif. Et en face, il y avait le palais de justice. On peut pas rêver mieux. C'est-à-dire que tout ce qui est autorité, ce que fuiraient par définition des tueurs, on va pas se mettre là où il y a le plus de flics. Parce que rien que dans ce commissariat, il y avait plus de 100 flics qui y étaient. Et d'ailleurs, pour le défilé, ils étaient tous devant, en train de regarder le défilé. Donc, on se disait, avec quasiment le siège de la police de Dallas, plus la plus haute concentration de policiers de Dallas gradés qui seront sur Dealey Plaza, c'est pas là que je vais mettre mes hommes, dira l'officier supérieur. Il va les mettre dans les rues commerçantes, etc., où la police de Dallas est là, mais c'est des pauvres petits flics qui sont pas forcément des experts en tueurs cachés. Donc c'est là qu'ils avaient placé leurs hommes. Et effectivement, je pense que si les comploteurs avaient mis des tireurs là, je pense qu'ils auraient été repérés et abattus. Parce que la police de Dallas aussi, on a dit c'est une police d'opérette. Même moi je l'ai dit, je le regrette. Parce que maintenant que j'ai les rapports d'enquête détaillés, etc., c'était une police extrêmement sérieuse en réalité.
Bon, souvent d'extrême droite, on est d'accord. Leurs opinions étaient peu recommandables. C'est des gens qui faisaient des bavures, qui n'étaient certainement pas recommandables, parce qu'ils étaient racistes, ils étaient terribles. Mais bizarrement, ils étaient très efficaces. Parce que comme il y avait plus de 300 meurtres par an à Dallas, c'est-à-dire que c'est la ville des États-Unis où il y avait plus de meurtres, ces types avaient une formidable expérience de tout ce qui touchait aux armes à feu et aux tueurs. Et je peux vous dire que Jesse Curry, le chef de la police de Dallas, a fait un travail remarquable. Il avait mobilisé la totalité de ses hommes, il avait fait même venir des policiers de comtés voisins, comme Fort Worth, etc. C'est-à-dire qu'il avait doublé les effectifs, et on ne pouvait pas faire mieux. C'est-à-dire que moi, je prends la défense de la police de Dallas, je crois qu'ils ont très bien fait leur travail ce jour-là. Ceux qui ont mal fait leur travail, c'est le Secret Service, et puis un ou deux ou trois policiers de haut rang complices dont nous avons cité les noms, comme Fritz, Day, etc. Ça, on est d'accord. Mais le travail est très bien fait. Alors maintenant, on va passer à cette journée terrible. Donc, Air Force One, après ce vol de 13 minutes, atterrit à 11h38 à l'aéroport de Love Field à Dallas. Pour vous mettre un peu d'émotion dans ce texte, sachez qu'au moment où l'avion atterrit, le président des États-Unis a 50 minutes à vivre. Donc ce que nous allons voir maintenant, c'est les 50 dernières minutes. John et Jacqueline Kennedy descendent de l'avion et Kennedy dit à sa femme « Voilà, nous sommes arrivés au pays des cinglés. » Pas dupe. Ils sont accueillis bien sûr par le maire Cabell de Dallas et sa femme qui offre un beau bouquet de roses rouges à Jacqueline Kennedy. Alors vous savez tous, ou presque tous, qu'il y a eu une théorie disant que ces bouquets de roses rouges étaient un signe symbolique pour montrer qu'elle serait tuée. Pourquoi ? Parce que Jacqueline Kennedy l'a cru à un moment. Elle avait aussi ses petites superstitions. Et après l'attentat, elle avait dit « Je me demande si ce bouquet de roses rouges n'était pas un signe pour annoncer qu'on allait tuer mon mari. » Pas du tout, en fait. C'est simplement que les roses jaunes, qui sont le symbole du Texas, c'est la couleur jaune avec une rose jaune, avaient tout été mis pour décorer la ville au Trade Mart, et que la femme du maire, quand elle a voulu avoir un bouquet de roses jaunes, il n'y en avait plus. Et alors, elle a dit, on va prendre des roses rouges puisqu'il y en a. Et bizarrement, c'était très joli parce que Jacqueline Kennedy avait dit à sa femme, c'est très bien parce que ça fait ressortir ton tailleur rose. Elle portait un superbe tailleur Chanel rose. Et ça, c'est comment quand on voit ces photos couleurs, vous en voyez une sur l'écran, c'est très joli. Alors donc, à 11h38, ils descendent de l'avion et ils vont... Alors, grande surprise, il y a à peu près 2500 à 2700 personnes qui se sont massées sur le tarmac, c'est-à-dire sur l'esplanade de béton où est arrivé l'avion, pour l'accueillir. Et pas avec des pancartes hostiles, au contraire, enthousiastes. Kennedy est un peu surpris parce qu'il s'attendait à avoir quelques injures, etc. dans la ville la plus à droite du Texas. Bon, pas du tout. Et alors, du coup, lui et sa femme, il dit, on va leur serrer les mains, on va leur dire bonjour. Et ils y vont. Les gardes du corps sont assez rassurés parce que dans cette foule, bizarrement, il est bien protégé d'une certaine manière. Et donc, le laisse faire. Et alors, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait ? On prépare le cortège. C'est-à-dire, certains agents du Secret Service regardent si tout le cortège est en place. Alors, je vous décris rapidement le cortège. Donc, le cortège, à 400 mètres en avant du cortège de voitures, il y a une voiture pilote avec des policiers de Dallas qui vérifient que la circulation est dégagée, etc. Bon. Vient ensuite la voiture du chef de la police de Dallas, Jesse Curry, qui lui-même est devant la voiture du président. Suit, à peu près à 20 mètres devant, suit la Lincoln décapotable du président. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'avais fait une grosse erreur il y a 12 ans, je vous avais dit qu'elle était blindée. Or, en fait, elle n'a été blindée qu'après l'assassinat de Kennedy, où effectivement on a modifié cette voiture pour qu'elle devienne blindée. Et à l'époque, c'était une voiture presque normale. C'est qu'ils avaient pris une Lincoln de série, c'est un modèle luxueux, bien entendu. Ils l'avaient sciée au milieu, une société, un atelier, si vous voulez, particulier qui travaillait pour la Maison Blanche, avait scié la voiture au milieu en rajoutant un petit tronçon pour pouvoir mettre des strapontins et 2 places supplémentaires. Mais fondamentalement, c'était une voiture de série. Très belle, mais de série. Simplement, la peinture était une peinture bleu nuit qui avait été voulue par Kennedy. Il trouvait que c'était plus élégant qu'une voiture noire. Ça faisait un peu moins corbillard. Malheureusement, elle deviendra corbillard. Mais à part ça, c'est une voiture finalement très normale, en fait. Alors, ce qu'elle a en plus, bien sûr, c'est qu'elle a 2 poignées et 2 marchepieds à l'arrière pour que les gardes du corps puissent monter sur l'arrière du coffre. Et elle a aussi des systèmes de communication électronique très sophistiqués qui permettent au président de communiquer avec l'armée, avec la police et avec le Secret Service. Normal que le président puisse être joint à tout moment, quoi qu'il arrive, en cas de crise ou autre. Voilà. Mais fondamentalement, la voiture n'est pas blindée. Alors des gens ont dit, Kennedy ne voulait pas qu'on mette le toit en plexiglas transparent, qu'on pouvait mettre sur la voiture. Si on l'avait mis, il aurait peut-être survécu. Pas du tout. Parce que ce toit en plexiglas n'était pas plus par balle. Et comme il était transparent, un tireur aurait pu quand même viser sa tête.
Et donc finalement, on a beaucoup spéculé là-dessus, mais en réalité, même si on l'avait mis dans la voiture avec son toit, ça n'aurait rien changé, il serait mort ce jour-là. Et comme la voiture n'était pas blindée, il ne pouvait pas se protéger. Alors derrière la voiture de Kennedy, alors dans la voiture de Kennedy quand même, je vais vous dire qui était à bord. Donc on a au volant, on a l'agent du service secret William Greer. Alors William Greer, c'est une particularité, c'est le plus vieil agent. C'est l'agent qui a le plus d'ancienneté de tous les Secret Service, puisqu'il a 37 ans de service en tant qu'agent du Secret Service. C'est le plus ancien. À côté de lui, on a Roy Kellerman. Alors Roy Kellerman, c'est un géant du Sud d'ailleurs, d'extrême droite d'ailleurs, il détestait Kennedy. Un géant qui était très efficace par contre, parce que lui c'était un colosse. Et quand on voit sa tête, j'aurais pas tellement aimé l'avoir comme garde du corps, vous voyez. Bon. Et derrière eux, sur des strapontins, alors les strapontins c'est très confortable, c'est des sièges en cuir repliables, etc. Mais c'est quand même des strapontins. On a l'épouse du gouverneur du Texas, Connally, qui est à gauche sur le siège, et à droite, on a le gouverneur Connally qui est installé. Et derrière eux, on a une grande banquette bleu-gris magnifique, sur lequel on a à gauche Jacqueline Kennedy, avec son bouquet de roses, et à droite, John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis. Derrière la voiture de Kennedy, on a une énorme baignoire montée sur roue, c'est-à-dire une Buick de 1958, qui est monstrueuse. J'ai rarement vu une voiture aussi grosse. Alors vous imaginez, ces voitures arrondies de 1958, d'ailleurs on a une photo à l'écran, mais j'ai jamais vu une voiture aussi grosse, quoi, avec d'énormes marchepieds, et alors là il y a un monde fou dedans. Alors il faut savoir que dans cette voiture, vous avez 8 personnes. Hein. Alors vous avez 4 agents, 2 de chaque côté de la voiture sur les marchepieds. Vous avez à l'intérieur un conducteur et un agent à côté de lui. Derrière lui, vous avez les 2 conseillers de Kennedy, O'Donnell et un autre conseiller, qui sont près de leur président. Alors eux, c'est par plaisir, simplement pour pouvoir profiter de la parade, quoi, si vous voulez. Et puis, vous avez encore 2 autres agents du Secret Service, dont l'un qui est équipé d'un fusil d'assaut. Les autres ont des pistolets, en fait, en cas de problème. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la voiture de la Lincoln, alors derrière la Lincoln, je passe les détails, vous avez 4 voitures d'invités, alors c'est des députés ou des sénateurs du Texas, c'est des personnalités. Ensuite, vous avez la voiture de Johnson, qui est une voiture tout à fait normale, louée, hein. C'est une voiture décapotable louée, dans laquelle vous avez des agents de Secret Service, bien sûr, et vous avez aussi le Johnson et son épouse, et le fameux Yarborough, qui devait être dans la voiture de Kennedy et qui finalement est derrière. Bon. Et derrière la voiture de Johnson, il y a une voiture non décapotable, une voiture blanche, qui contient les 4 gardes du corps de Johnson, du Secret Service aussi. Et alors derrière ces voitures, vous avez après 4 voitures de presse. C'est les voitures de presse privilégiées, c'est-à-dire que c'est des voitures de presse qui sont décapotables, mais où ils peuvent filmer, etc. Et l'une d'entre elles seulement est équipée d'une radio reliée aux agences de presse mondiales. Ce qui fera d'ailleurs que pendant les tirs et après, il y aura une bagarre mémorable entre 2 journalistes très connus de l'époque qui vont se bagarrer pour s'arracher le micro. Il y en a un qui arrivera même à se coucher sous le volant du chauffeur pour garder le micro pendant que le journaliste derrière dit « tu me passes le micro, tu n'arrêtes pas de parler ». Il disait « oui, mais ils n'entendent pas à l'agence, etc. » parce qu'il voulait avoir le reportage du siècle. Et c'est celui dont vous entendrez, ou vous avez entendu un extrait au début de l'émission. « Something has happened in the motorcade », etc. Eh bien, vous imaginez que le gars qui fait ça, en fait, il n'est pas du tout calmement dans son siège en train de parler. Il est recroquevillé en bas, l'autre qui essaie de lui arracher le micro, et il fait son reportage comme ça, pour avoir le scoop. Et il a eu le prix Pulitzer. C'est pour vous donner l'ambiance des journalistes américains à l'époque. Elle n'est pas idyllique, hein, vous voyez. Bon, on n'en parle pas parce que c'est vrai que c'est sinistre dans un drame pareil de parler de mesquinerie de ce genre. Mais je peux vous dire que c'est animé dans les voitures de presse derrière. Alors, ces 4 voitures de presse, c'est ceux qui ont le privilège d'être là. Et tout le reste de la presse, par contre, elle sera dans un autocar Greyhound, ces autocars routiers, vous savez, pour 50 ou 100 personnes, gris, tout en queue de cortège. Et devant, il y aura encore un autre autocar routier qui contient le personnel de la Maison-Blanche, c'est-à-dire les secrétaires de Kennedy, tous les gens tout le staff du président, voilà, qui sont dans un autocar. Et alors, il faut préciser que d'ailleurs, dans cet autocar, qui est l'avant-dernier, avant celui de la presse, du gros de la presse, qui, elle, n'est pas privilégiée, si je puis dire, cet autocar, il y a aussi l'amiral Burke, qui est le médecin personnel de Kennedy. Et alors là, on voit plusieurs anomalies. C'est que, normalement, les règles pour un cortège dans une ville étaient les suivantes. Et elles étaient appliquées dans les autres voyages de Kennedy, sauf à Dallas. Pourquoi ? Normalement, le premier autocar qui contient le personnel de la Maison-Blanche doit être devant la voiture du président. Le deuxième autocar doit être derrière la première voiture des agents secrets. Pourquoi ? On faisait toujours comme ça parce que ça limitait la visibilité de tir d'éventuels tireurs. Quand vous avez un gros autocar devant
et puis un gros derrière, ça enlève déjà une partie des possibilités que vous avez de tirer sur un président. Or là, comme par hasard, on les a mis à l'arrière. C'est très intéressant. Alors pourquoi on les a mis en l'arrière? Pas seulement pour ne pas obturer le tir, d'ailleurs ça ne l'aurait pas empêché, puisque je vous ai dit que voilà, ça fait une zone de tir tellement parfaite que même s'il y avait des autocars, il l'aurait eu. Mais c'est parce que l'autocar de la presse était traditionnellement devant la voiture du président. Pourquoi? Parce que comme ça permettait aux journalistes dans l'autocar de filmer le président et de le photographier depuis une position élevée, puisqu'ils étaient plus haut que le capot de la voiture. Ça faisait de très belles images. D'ailleurs, si vous regardez sur Internet, vous verrez plein de voyages à Berlin ou ailleurs, où vous avez des vues plongeantes de la voiture qui sont prises de cet autocar, qui est toujours devant. Et ce jour-là, on l'a mis derrière. Et deuxièmement, l'amiral Burke, le médecin personnel de Kennedy, la réglementation de sécurité de la Maison-Blanche dit formellement qu'il doit toujours être à moins de 10 mètres du président. C'est écrit dans les règles du Secret Service de l'époque. Après, bon, ils ont peut-être changé. Et à l'époque, pourquoi? Parce que le médecin d'un président doit être à côté de lui en cas de malaise, de quoi que ce soit. Il faut qu'il puisse intervenir en moins de quelques secondes si, par exemple, il y a une attaque cardiaque. Or, Burke, qui est furieux, et il l'a dit, on l'a obligé à être dans le quart de queue avec le personnel de la Maison-Blanche. Et c'est totalement inhabituel, ça. Troisième chose inhabituelle, contraire à toutes les règles. Normalement, la voiture du président est toujours escortée par 8 à 12 motards dans les autres voyages. Là, il y en avait 8. Jesse Curry avait recruté 8 motards d'élite de la police de Dallas pour escorter. Donc, il devait y avoir 4 motards devant la voiture, c'est-à-dire 2 motards en avant de la voiture, 2 motards encadrant le chauffeur et l'agent passager, 2 motards encadrant Jacqueline Kennedy d'un côté, Kennedy de l'autre, plus 2 motards à l'arrière pour encadrer l'arrière de la voiture sur les côtés. Ce qui permettait d'éviter des fous furieux qui sautent sur la voiture, par exemple, avec un couteau ou un pistolet. Ça permettait à ces motards de se sacrifier en se mettant devant le président si on tirait dessus, en une seconde. Et on a toujours fait comme ça, c'est une méthode classique. Vous pouvez le vérifier, en France on le fait encore. Alors là, c'est pas des motards, vous avez vu que dans le défilé du 14 juillet, quand le président, c'est la seule fois de l'année où il est debout dans sa voiture, comme Kennedy en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on fait de nos jours? Le président étant très visible, parce qu'il est souvent dans un half-track, vous savez, de commandement militaire pour le défilé du 14 juillet, vous avez vu que le président de la République, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez une dizaine de chevaux de la garde républicaine qui sont autour de lui et qui jouent le rôle de ces boucliers motards, vous voyez. C'est resté cette technique. Et ils ne sont pas faits pour faire beau, c'est pas pour que le président... c'est parce que ça le protège des tirs, justement. C'est-à-dire que c'est les pauvres chevaux qui mourront si on tire sur le président et pas lui. Donc, qu'est-ce que exigent les gardes du corps, le chef des gardes du corps, Emory Roberts, qui dirige toute l'équipe de garde du corps dans le cortège? Il dit à Jesse Curry, il dit, vos motards, vous n'en mettrez que 4 maximum, et ils devront être en arrière de la roue arrière de la voiture. Et je ne veux qu'en aucun cas, ils ne dépassent cette roue arrière. C'est extrêmement suspect, ça. Parce que c'est contraire aux règles du Secret Service. Si ce n'était pas contraire, on pourrait dire il a fait une interprétation, il n'est pas complice. Mais là, on est obligé de se demander s'il est complice. Parce que c'est totalement anormal. Et le chef des motards, qui n'est pas Jesse Curry, lui c'est le grand patron de la police, mais l'officier qui commande les motards de Dallas, appelle Jesse Curry furieux, en lui disant mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, si vous voulez? Comment voulez-vous que l'on protège le cortège, le président, en ayant des motards en arrière qui n'ont pas le droit de dépasser la roue arrière, donc en arrière du siège du président? Et ils ont obéi, évidemment, mais ils ne comprenaient pas. Voilà. Alors je vous signale tout ça parce que là, on est devant des faits. Alors, vous pourrez dire que peut-être mon interprétation est paranoïaque à souhait, mais moi je suis désolé, quand c'est contraire aux règles, je demande pourquoi ce jour-là on n'a pas respecté les règles. Pourquoi? Alors, la réponse qu'ont donnée les gardes du corps, qui ont été tous interrogés par un homme, un enquêteur remarquable qui s'appelle Vince, V-I-N-C, Palamara, P-A-L-A-M-A-R-A. Alors Vince Palamara, c'est un homme qui connaît amicalement tous les membres du Secret Service de cette époque, encore vivants. Je précise que parfois, il va aux anniversaires de leurs enfants. Il est invité à Noël, donc il a un rapport humain total avec eux, c'est un ami de ses familles. Donc ce qui est très intéressant, c'est que là, il peut vraiment être dans la confidence avec eux. Et lui-même a dit, évidemment, ils m'ont toujours dit, oui, un peu gêné. Il disait, je sentais qu'il n'était pas clair quand il disait ça. Quand je leur disais, mais pourquoi votre chef a donné l'ordre à ce que ces motards ne couvrent pas justement le côté de la voiture comme c'est le règlement? Alors il disait, et pourquoi les autocars étaient derrière, etc. Et chaque fois, les 3 ou 4 agents qui ont répondu, d'autres ne disaient rien, ont dit, ah, mais il faut comprendre, c'était parce que Kennedy avait besoin qu'on le voie, il fallait qu'il puisse être vu, mais sous tous les angles. Et c'est probablement lui qui l'avait demandé. Or, on sait que c'est pas lui. C'est faux. Il n'a rien demandé du tout. Kennedy n'interférait jamais avec ses agents, contrairement à ce qu'ont dit certains, en particulier ceux qui défendent la thèse du rapport Warren. Ils disent oui, mais c'est le président, c'est de sa faute au fond. Pas du tout.
le président, d'ailleurs le matin, on lui avait dit, est-ce que vous voulez la couverture plastique ou pas, en plexi? Alors tout le monde, tous ceux qui veulent dire que c'est Oswald le coupable, ont dit, mais vous voyez bien, Kennedy, c'est lui qui a interdit à ce qu'on mette au mieux. Pas du tout. On sait maintenant que Kennedy a dit, faites au mieux. Si vous pensez que la météo est bonne et qu'il pleuvra pas, eh ben autant le laisser en décapotable. Si vous pensez qu'il pleuve, je veux pas non plus que ma femme ou que l'épouse de M. Connally attrape froid, eh ben vous mettez à ce moment-là le toit. Donc Kennedy n'interférait pas avec ses agents, il leur obéissait, il était très docile pour ça, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire. Et je dis ça parce que tout le monde croit ça et c'est une légende, hein, ça vous pouvez me croire, tous les documents réels prouvent que c'est faux. Kennedy laissait faire son Secret Service. Donc c'est bien eux les responsables. Voilà. Et alors, évidemment, les agents du Secret Service, même Palamara n'a jamais pu leur faire avouer quoi que ce soit. Ils ont toujours dit, alors on sait qu'ils mentent, parce que même Palamara le dit, puisque lui il pense que le Secret Service était coupable. Plus que moi encore. Et pourtant il est ami de tous ces agents. Mais il dit, bon, même moi, je pourrais jamais le prouver. Et quand vous entendez ces agents sur des vidéos que vous pouvez acheter, d'ailleurs dans le commerce, des interviews, ils disent toujours, on adorait le président. Alors c'est vrai, parce que, attention, je ne dis pas que ces agents que vous voyez sur ces vidéos sont malhonnêtes, ils sont très honnêtes. Seulement, ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est ceux qui s'occupaient des enfants des Kennedy, qui s'occupaient de Jacqueline Kennedy, qui s'occupait de Kennedy lui-même, mais qui l'aimait vraiment. C'est-à-dire que Kennedy, par exemple, il y avait quelques agents où il suivait tous leurs problèmes familiaux. Le matin, il disait « Bonjour, monsieur Untel », par exemple « Bonjour, monsieur Clinton » ou autre. « Est-ce que ça va bien? Est-ce que votre fille a réussi ses études ?» etc. Mais ce n'était pas tous les agents. C'est-à-dire qu'il y avait des agents qui, effectivement, l'adoraient. Mais n'oubliez pas que ce jour-là, à part Clint Hill, l'agent qui protégera Jacqueline Kennedy, qui, ce jour-là, est sur le marchepied de gauche de la voiture, devant, à côté du chauffeur, si vous voulez. C'est l'homme, vous le savez probablement déjà, c'est l'homme qui va courir et monter sur le capot arrière pour couvrir Jacqueline Kennedy après les tirs, malheureusement trop tard. À part lui, les autres agents sont des jeunes agents, tout jeunes, souvent des gars recrutés dans le Middle West et dans le sud des États-Unis, et dont Bolden, le fameux agent noir, avait déjà fait son rapport en disant qu'ils avaient dit ouvertement qu'ils détestaient Kennedy, que c'était un sale con, excusez-moi le terme, et que si jamais on lui tirait dessus, il ne se ferait pas tuer pour lui. Et c'est très exactement ce qu'ils ont fait à Dallas, comme nous allons le voir. Alors c'est cet aparté pour vous décrire le contexte, si vous voulez. Alors maintenant qu'on a vu le cortège, eh bien on va passer au vif du sujet, parce que le cortège, il va bien finir par démarrer. Alors pendant ce temps-là, pendant qu'on préparait le cortège, il se passait des choses à Dallas. Alors déjà à 11h, un peu avant l'arrivée de l'avion, un Ford pick-up vert dépose au pied du monticule herbeux. Rappelez-vous notre carré, le triangle qui est dedans pour la place, eh bien vers le sommet du triangle, vous voyez, près du pont, qui est le trait d'en haut de votre carré, vers la pointe du triangle. Donc il y a un pick-up qui s'arrête là, sur le bord de la route, et qui est vu d'ailleurs par deux policiers qui sont déjà en place, d'ailleurs, parce qu'il y a quelques policiers routiers qui sont là, ils sont un peu plus loin sur un pont automobile qui est un peu plus loin, mais ils voient ce pick-up et ils l'ont noté, ils ont même noté le numéro d'ailleurs. Et dépose au pied du monticule herbeux, ou grassy knoll en anglais, un homme de 25 ans portant un étui de fusil à franges. C'est un étui de fusil à franges, vous voyez, comme les étuis de fusil de cow-boy Winchester, là, vous voyez, un peu ce style. Très joli, hein, donc ça se remarque. Hein. Ça veut dire qu'il ne veut pas se cacher du tout, hein, il n'en a rien à foutre. Hein. Et l'homme est habillé en pantalon de treillis beige et en chemise à carreaux rouges. C'est important parce qu'il sera vu après derrière la palissade par d'autres témoins, pendant les tirs. Donc c'est bien lui qui est en train d'y aller. Pourquoi? Parce que tous les gens qui sont d'ailleurs payés par la CIA, des auteurs comme Posner et d'autres, ils sont payés en application d'un décret pris par la CIA en 1967 pour discréditer tous les gens qui touchent à des choses vraies sur Kennedy et qui font tous l'objet de campagnes de diffamation, discréditation, etc. Et la CIA paye toujours les auteurs qui disent c'est Oswald. Moi, si par exemple je décidais de faire un livre où je dis que Oswald est le tueur unique, la CIA me payerait immédiatement, les éditeurs américains accepteraient mon livre sur un simple coup de fil. J'aurais un budget illimité. Par contre, si je veux faire un livre, si je voulais faire un livre comme ont fait de nombreux auteurs sur la thèse que nous exposons ici, j'aurais un mal fou à le faire éditer. Parce que la CIA veille. Et d'ailleurs, dans ce rapport de la CIA de 67, il est précisé à l'époque, mais c'est toujours en vigueur à mon avis, que les pays les plus dangereux sont la France et l'Italie, et que c'est là qu'il faut mettre le plus de pression et le plus de moyens et le plus de désinformation et le plus de discréditation sur les Français, parce qu'ils sont très dangereux pour démontrer la validité de la thèse du complot. Alors donc, n'oubliez pas que tous ces auteurs comme Posner et d'autres, qui mentent comme des arracheurs de dents, je n'ai pas peur de le dire, sont de malhonnêteté totale, mais brillants. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent « Ah mais nous, on s'est penché dessus, c'était une entreprise de plomberie, d'accord ? Et ces gars-là, de toute façon, l'étui c'était pour amener un outil pour tuyauterie, etc. Seulement le problème c'est qu'il n'y avait aucun travaux de plomberie au grassy knoll. Alors ils disent, alors après quand on leur a dit oui mais il n'y avait pas de travaux de plomberie à faire, puis ça c'est la ville qui les fait, c'est pas des entreprises. Ils disent oui non mais c'est qu'ils étaient en panne donc. Et ils ont sorti cet outil pour essayer de dépanner le pick-up. Enfin n'importe quoi. Il n'y a aucun témoignage qui confirme ça.
Donc c'est bien un pick-up de propriétaire inconnu, encore maintenant, dont on voit descendre un jeune homme de 25 ans avec un étui à fusil qui monte vers le Grassinol, s'installer derrière la balissade en haut. Et qui est au volant? Alors là, je peux pas affirmer, mais au volant, il y a un monsieur très gros dans un costume noir, cravate noire, vous voyez, genre Blues Brothers, vous voyez, avec le chapeau noir, assez corpulent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une femme qui a vu ce pick-up, qui sera amenée après l'attentat au siège de la police pour témoigner, elle décrit ce qu'elle a vu, le jeune homme chemise à carreaux et le pantalon treillis, et puis le conducteur, un monsieur assez corpulent, portant des lunettes noires et au volant. Et l'agent du FBI, c'est un agent du FBI qui a enregistré le témoignage. Je dis, bon, ok, on a enregistré le témoignage, qui sera d'ailleurs très vite oublié. Et à un moment, ce policier vient lui chercher à boire un verre d'eau. Vous voulez un verre d'eau? Oui, oui, alors. Et il y avait des photos retournées sur la table. Et elle en retourne deux. Là, c'était des suspects. L'un des suspects, elle ne connaissait pas, elle n'a jamais su qui c'était, et l'autre, c'était l'homme qu'elle avait vu. Et elle regarde en bas de la photo, et il y a marqué John Leon Rubinstein, c'est-à-dire Jack Ruby, qui était probablement, évidemment, suspect pour les enquêteurs du FBI après l'attentat, donc il l'avait dans le collimateur. Mais c'est intéressant parce que si elle ne s'est pas trompée, ça pourrait dire que peut-être que c'était Jack Ruby qui amenait le gars sur place. C'est pas certain. Mais en tout cas, si c'était pas lui, c'est un type qui lui ressemblait énormément. Et puis le côté costard noir dans une voiture de plomberie, ça colle pas. Je veux dire, on n'est pas en costard pour faire de la plomberie. Donc ça veut dire que c'est quand même un type, c'est forcément des conspirateurs. C'est un type, j'ai jamais vu, moi, un entrepreneur de plomberie aller en costume cravate, sauf s'il va à un enterrement, avec sa bagnole de chantier. Je veux dire, c'est absurde. Bon. Alors ça, c'est pour montrer cette anecdote. Ça se passe à 11h. Voilà. D'autre part, il y a déjà un aiguilleur. Alors sur le monticule herbeux, comme ça vous le saurez, il y a ce parking, je vous avais expliqué, donc vous avez sur la droite de la route, en haut de votre carré, là, sur le dessin de la place, vous avez ce monticule, vous avez une palissade à angle droit, comme on en avait déjà parlé, et au fond de ce parking, assez loin, c'est-à-dire à peu près à 30 mètres si vous voulez, vous avez une tour d'aiguillage, puisque vous savez que le pont qui passe au bout de la place, c'est le trait supérieur de votre carré, ce pont, c'est un pont ferroviaire. Donc ces trains continuent après vers une zone d'aiguillage où ils font des livraisons de marchandises et des choses comme ça. Et donc il y a une tour d'aiguillage, vous savez, ces tours vitrées, transparentes, qui est à peu près à 30-35 mètres de la palissade. Et Bowers, qui tient les aiguillages, c'est un employé des aiguillages, et il est toujours là depuis des années, ça fait 10 ans qu'il bosse là, il dit, j'ai moi aussi vu cette espèce de pick-up vert qui s'arrêtait avec un type en rouge, et il dit, ce type en rouge, moi je l'ai vu passer derrière la palissade. Seulement ce qu'il dit aussi, c'est que derrière la palissade, il y avait d'autres gars qui l'attendaient déjà. Et il raconte aussi que de 11h jusqu'à midi 15, 20 à peu près, il n'a pas l'heure exacte, il y a 3 voitures successivement qui n'ont pas arrêté de tourner silencieusement, qui n'étaient pas immatriculées au Texas et qui étaient les seules qui avaient un petit autocollant sur la vitre arrière pour le candidat Goldwater. Goldwater avait été candidat à la présidence des États-Unis sans aucun succès, et aussi au Texas, et Goldwater était un candidat céréaque, comme on dit. Or, ils avaient chacun ce autocollant électoral ancien de Goldwater, qui était probablement un signe de reconnaissance. Parce qu'aucune autre voiture en avait. Parce qu'il a dit que c'était des voitures, il y avait des voitures blanches, des voitures noires, des choses, mais c'était les seuls qui avaient ce truc de Goldwater, et qui en plus avaient de la boue, visiblement, probablement artificiellement mise, qui cachait les plaques, les numéros des plaques, par de la boue. Très astucieux pour des professionnels, et je pense que c'était des gens de l'équipe de protection qui faisaient la tournée pour voir s'il n'y avait rien de dangereux avant que les tireurs se mettent en place sur le Grassinol. Et Bowers a vu donc ce gars à la chemise à carreaux. Voilà. Revenons à l'aéroport. 11h50. Le cortège quitte l'aéroport et traverse la ville de Dallas. L'accueil est formidable. Formidable. Alors là, nous n'avons pas illustré pour l'émission tout ce parcours dans la ville, parce que vous pouvez le trouver sur Internet, il y a des milliers de photos. Vous pouvez même avoir totalement gratuitement les vidéos sur Internet de ce cortège, vous verrez par vous-même. Mais imaginez qu'il y avait beaucoup d'adolescents, beaucoup d'enfants, beaucoup de familles au bord avec des pancartes. Kennedy s'est même fait arrêter le cortège, ce qui a mis le cortège en retard de 5 minutes, à 3 reprises, parce qu'une première fois, il y a un enfant qui a mis une pancarte, Monsieur le Président, venez me serrer la main. Alors il dit au cortège, arrêtez le cortège, je vais lui serrer la main. C'est électoral. Ensuite, il y a des nonnes qui mettent aussi une pancarte, etc. Et il va saluer les nonnes, puisqu'il est catholique, donc il leur fait un petit shake hand. Et une dernière fois, un groupe d'adolescents et d'adolescentes ont mis une pancarte où ils demandent, Monsieur le Président, est-ce que vous accepteriez de nous serrer la main? Et là aussi, il s'arrête et leur serre la main. Voilà. Alors, c'est pour vous dire que l'accueil était très chaleureux. Alors, la police de Dallas, qui a compté les gens, a estimé qu'il devait y en avoir un minimum de 250 000 dans les rues du centre-ville de Dallas. Alors tout se passe très bien, donc
c'est inattendu. On s'attendait quand même à des injures et des sifflets, mais pas des risques, comme je vous l'ai dit, mais quand même des déclarations hostiles, disons. Apparemment, tous ceux qui étaient hostiles à Kennedy n'étaient pas sortis ce jour-là. Bon. Et ils arrivent, alors ils traversent des différentes rues, et puis ils traversent les Champs-Élysées de Dallas, qui s'appelle Commerce Street. C'est une très longue avenue où il y a tous les gratte-ciel, centre commercial. Vous imaginez un centre commercial, dans les années 60, il ressemblait à ce qu'on voit de nos jours d'ailleurs. Et ils arrivent au bout de ça sur Dealey Plaza. Alors Dealey Plaza, c'est quoi? Parce que maintenant, on va y arriver à Dealey Plaza. Alors je suis obligé quand même de vous dire historiquement ce que c'est. Dealey Plaza, c'est le lieu où a été fondée la ville de Dallas, c'est-à-dire que les premiers bâtiments de Dallas ont été construits sur Dealey Plaza. C'est là qu'il y a les plus anciens bâtiments de Dallas. Alors c'est devenu maintenant la sortie de la ville, parce qu'elle s'est construite au-delà de ces bâtiments, mais en réalité c'est le cœur historique de la ville. Et Dealey Plaza, on a fait un mémorial pour Dealey, qui avait été maire de la ville, qui est un homme qui a fait beaucoup pour cette ville, pour son développement, etc. D'ailleurs, c'était une dynastie, parce qu'après, on a eu un autre Dealey qui a été de nouveau maire de Dallas, etc. Enfin, c'est une vieille famille texane de Dallas qui a vraiment dynamisé la ville, et lui-même possédait le plus important journal de Dallas. Et donc, on avait fait, en 1937, un mémorial, très beau d'ailleurs, qui encadre donc cette place. Alors, il y avait deux sortes de patios avec des colonnes en forme de demi-cercle, un à gauche de la place, un autre à droite. Et il y avait en bas de votre carré, vous voyez, de votre triangle qui symbolise la place, en bas, vous aviez 2 fontaines et 2 piscines, 2 bassins très beaux, qui réfléchissaient l'image des immeubles et de la place. C'était assez esthétique. Où seront d'ailleurs beaucoup de spectateurs d'ailleurs. Et qui sont de part et d'autre de Commerce Street, qui en sortant de la ville continue vers l'autoroute de Stemmons. Donc vous avez cette rue principale, imaginez les Champs-Élysées qui s'arrête sur une place de verdure et qui continue après dans la campagne, vous voyez, jusqu'à une autoroute. Eh bien c'est là que débouche Commerce Street. Et vous avez 2 autres rues qui sont parallèles à Commerce Street, l'une, celle qui nous intéresse, qui s'appelle Elm Street, d'accord, et qui, elle, après, est le côté droit de notre triangle, d'accord, et puis vous avez le côté gauche, mais ça on s'en fout, ça nous intéresse pas. Donc, qu'est-ce que fait Kennedy? Il arrive par Commerce Street, et il débouche sur Dealey Plaza, et là, il tourne à angle droit pour longer une des fontaines et des piscines qui est sur la gauche, et pour passer devant la foule. Il prend un virage en épingle à cheveux qui est le coin de votre triangle, vous voyez, dans le carré. Il prend ce virage, évidemment, il ralentit énormément parce que une grosse baignoire comme la Lincoln, c'est pas évident à faire virer. Et après, il va s'engager sur le côté de notre triangle, qui est la rue Elm Street, justement, qui va l'amener sous le pont, après vers l'autoroute pour aller au Trademark. 12h15, sur Elm Street, donc cette fameuse rue, où le président n'est pas encore arrivé, un homme tout d'un coup s'effondre avec une crise d'épilepsie. La photo est à l'écran en ce moment. Durant 2 minutes. Et arrive en moins de 5 minutes une ambulance qui est... Alors, moi, je pensais, comme beaucoup de chercheurs, il y a 10 ans ou 15 ans, on pensait que c'est une fausse ambulance, etc. Pas du tout, on l'a identifiée. Elle est pilotée, en fait, par un ambulancier qui s'est exprimé, d'accord, qui s'appelle Aubrey Reich, qui d'ailleurs, cette société d'ambulance, c'est aussi une société de pompes funèbres. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Aubrey Reich, après, il était de garde ce jour-là pour Dealey Plaza. On leur donnait des secteurs, vous voyez. On disait, toi,